Une fillette de 6 ans appelait à l'aide devant l'hôpital général de Memphis. Sa mère était en train de mourir sur le béton. 3 hommes en costume bloquaient l'entrée. Des agents de recouvrement venaient de faire respecter le paiement. Pendant 23 minutes, 47 personnes sont passées devant l'enfant en pleurs. Puis 5 motards des Hells Angels sont arrivés. La foule s'est tendue. Les parents ont rapproché leurs enfants. Tout le monde s'attendait au pire. Ils ont vu les blousons en cuir, les écussons, la présence intimidante. Ils ont supposé qu'il y aurait de la violence. Ils avaient raison quant au danger présent. Mais ils se trompaient complètement sur la cible de cette violence. Ce qui s'est passé ensuite a bouleversé toutes les idées reçues sur les héros et les méchants, sur ceux qui aident et ceux qui font du mal, sur le fait de juger les gens sur leur apparence plutôt que sur ce qu'ils sont réellement. Le soleil de l'après-midi tapait sur le parvis en béton de l'hôpital général de Memphis avec une chaleur implacable qui faisait miroiter l'air au-dessus des voitures garées. C'était la 3e semaine d'août et l'humidité enveloppait tout comme une couverture mouillée, transformant les mouvements simples en efforts épuisants. Les portes vitrées de l'entrée de l'hôpital s'ouvraient et se fermaient à un rythme régulier, tandis que les visiteurs, les patients et le personnel médical entraient et sortaient, chacun absorbé par ses propres préoccupations urgentes. Hazel, 6 ans, se tenait près du coin du bâtiment, sa petite voix à peine audible, au milieu du bruit ambiant de la ville. Sa robe violette délavée, 2 tailles trop grandes, pendait mollement sur son corps mince, et ses cheveux bruns emmêlés collaient à son front en sueur. Des traces de larmes dessinaient des lignes nettes dans la poussière sur ses joues. S'il vous plaît, cria-t-elle à une femme en tenue professionnelle qui passait rapidement sans ralentir. S'il vous plaît, aidez ma maman. La femme jeta un bref coup d'œil à Hazel avant de détourner le regard, accélérant légèrement le pas tout en serrant son sac à main de marque contre elle. Hazel était là depuis 20 minutes, et cette même réaction s'était répétée un nombre incalculable de fois. Les adultes regardaient ses vêtements sales, ses cheveux ébouriffés, le désespoir dans ses yeux, et choisissaient de ne rien voir. À une dizaine de mètres de là, près de l'entrée principale de l'hôpital, 3 hommes se tenaient en demi-cercle, bloquant efficacement les doubles portes. Ils portaient des vêtements coûteux, des pantalons pressés, des chemises boutonnées aux manches retroussées de manière professionnelle, des chaussures en cuir ciré qui coûtaient probablement plus cher que le salaire mensuel de la famille de Hazel. Le plus grand, aux cheveux argentés et aux lunettes de soleil aviateur, avait les bras croisés sur la poitrine. Ses compagnons se tenaient à ses côtés, l'un consultant son téléphone avec un désintérêt fin, l'autre scrutant les environs avec l'efficacité froide de quelqu'un habitué à intimider. Entre eux et l'entrée de l'hôpital se trouvait la mère de Hazel, Daphne, effondrée sur le béton brûlant. Sa peau avait pris une teinte grisâtre et elle se tenait le ventre de ses mains tremblantes. Sa chemise usée était trempée de sueur, mais il était impossible de dire si c'était à cause de la douleur, de la chaleur ou de la fièvre. Toutes les quelques secondes, son corps était secoué de frissons, signe d'une agonie à peine contenue. Nous en avons déjà parlé, dit le grand homme d'une voix qui, malgré son aisance, ne parvenait pas à dissimuler sa dureté. Vous devez 12 000 $ à M. Patterson. Tant que nous ne verrons pas de réels efforts pour rembourser cette dette, vous ne pourrez pas entrer dans cet hôpital et accumuler d'autres factures que vous ne pourrez pas payer. Daphne essaya de parler, mais sa voix ne sortit qu'en un sifflement. J'ai une assurance par le biais de mon travail. Aviez? Corrigea l'homme en retirant ses lunettes de soleil pour révéler des yeux bleus froids. Vous avez été licencié la semaine dernière pour ne pas vous être présenté à 3 quarts de travail consécutifs. Pas de travail, pas d'assurance. Et même si vous aviez encore une couverture, il y a la petite question de la dette que vous avez déjà. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les hôpitaux, parvint à dire Daphne, haletant entre 2 mots. Ils doivent soigner les personnes en situation d'urgence. L'homme sourit sans chaleur. Les urgences doivent vous stabiliser, bien sûr, mais nous ne vous empêchons pas d'aller aux urgences. Nous vous empêchons de vous faire admettre pour un traitement long et coûteux que vous ne pourrez jamais payer. Il y a une clinique à 4 pâtés de maison d'ici. Il fonctionne selon un barème dégressif. C'est plus adapté à votre situation. Hazel avait entendu suffisamment de ces mots au cours des 20 dernières minutes pour comprendre que ces hommes empêchaient sa mère d'obtenir de l'aide, même si elle ne comprenait pas toutes les raisons. Ce qu'elle comprenait,
avec la clarté que seuls les enfants possèdent, c'était que sa mère souffrait et avait besoin de voir un médecin, et que ces hommes effrayants ne la laissaient pas faire. Elle essaya à nouveau, cette fois en s'approchant d'un jeune couple poussant une poussette. « Excusez-moi, s'il vous plaît. Ces hommes ne laissent pas ma maman passer. Pas maintenant, ma chérie, » dit la femme en tirant son mari par le bras pour contourner Hazel en décrivant un large arc. Le mari ne la regarda même pas, les yeux fixés sur un point lointain, comme si Hazel était invisible. Un homme âgé avec une canne passa à côté d'elle, et Hazel se mit en travers de son chemin, le forçant à la remarquer. « Monsieur, s'il vous plaît, ma maman est malade et ces hommes, demandez à vos parents de s'en occuper. » Enfant, marmonna-t-il en ajustant son chemin avec une agilité surprenante pour quelqu'un qui avait soi-disant besoin d'une canne. « J'ai un rendez-vous. » Le désespoir de Hazel atteignait son paroxysme. On lui avait appris à ne pas déranger les étrangers, à ne pas faire de scène, à ne pas attirer l'attention sur elle et sa mère. Mais ces règles ne semblaient plus s'appliquer. Pas quand sa mère était assise sur le béton brûlant, visiblement en proie à une douleur atroce, tandis que des hommes bien habillés se dressaient entre elle et l'aide dont elle avait besoin. Près de l'entrée, l'un des trois hommes, celui qui consultait son téléphone, s'avança et attrapa le bras de Daphne, essayant de la relever. « Allez, madame, vous faites une scène, il est temps de partir. » Daphne poussa un cri lorsqu'il lui tira le bras, le mouvement lui causant manifestement une douleur intense. Elle essaya de résister, mais elle n'avait plus de force. Son corps la lâchait, et ses hommes le savaient. C'est alors que Hazel hurla. Ce n'était pas un appel à l'aide ni un cri de protestation. C'était un cri primitif d'angoisse qui transperça le bruit ambiant de la place de l'hôpital comme un couteau. Les têtes se tournèrent, les conversations s'arrêtèrent. Pendant un instant, tout le monde sembla suspendu. « Ces hommes ne laissent pas ma maman entrer à l'hôpital. » La voix de Hazel se brisa sous le coup de l'émotion. Son petit corps tremblait. « Elle est malade. Elle a besoin d'un médecin. S'il vous plaît, aidez-nous. » Les trois hommes échangèrent un regard et le grand serra la mâchoire. « Petite, tu dois te calmer. Ta mère doit de l'argent et tant qu'elle ne l'aura pas remboursé, elle est malade. » Hazel hurla à nouveau, les larmes coulant sur son visage. « Je me fiche de l'argent. Elle a besoin d'aide. » Quelques personnes s'étaient arrêtées pour regarder, formant un petit public, mais leurs expressions n'étaient pas compatissantes. Elles étaient mal à l'aise, agacées de voir leur journée perturbée par cette petite fille sale et sa mère débraillée. Certaines chuchotaient entre elles, leur langage corporel ne laissant aucun doute sur leur jugement. Une droguée, probablement en train d'essayer d'arnaquer les gens. Ces gens-là ont toujours une histoire triste à raconter. Une femme a même sorti son téléphone, mais au lieu d'appeler à l'aide, elle semblait envoyer un SMS, probablement pour partager le drame avec ses amis. Le décalage entre ce qui se passait et la réaction des gens rendait la situation surréaliste. L'homme qui tenait le bras de Daphne ne la lâchait pas. « Écoute, petite, ta mère a fait des choix qui ont conduit à cette situation. Nous ne faisons que notre travail. Maintenant, si tu ne veux pas la voir se faire arrêter pour intrusion, je te suggère de vous rendre tous les deux à la clinique dont je t'ai parlé. » C'est alors que le bruit des moteurs de moto a retenti sur la place. 5 motos sont arrivées sur le parking. Leurs moteurs émettaient un grondement grave qui semblait faire vibrer le béton. C'étaient des machines imposantes, des Harley-Davidson, peintes et décorées sur mesure, chacune affirmant sa puissance et sa présence. Les moteurs portaient des gilets en cuir noir par-dessus leurs chemises, et lorsqu'ils descendirent de leur moto, les écussons dans leur dos devinrent visibles. Le logo distinctif du club de motards Hells Angels, une tête de mort ailée. La réaction de la foule rassemblée fut immédiate. Les gens reculèrent, certains se dirigeant rapidement vers l'entrée de l'hôpital. La femme qui envoyait des SMS rangea son téléphone dans sa poche et s'éloigna précipitamment. Le vieil homme à la canne trouva soudainement un regain d'énergie qui le porta à travers les doubles portes en un temps record. Les motards ressemblaient exactement au genre d'hommes dont les mères de Memphis mettaient leurs enfants en garde. Le premier à descendre de sa moto mesurait bien plus d'1 que 80 mètres, avec une épaisse barbe striée de gris et les bras couverts de tatouages. Son gilet en cuir arborait plusieurs écussons, dont un sur lequel on pouvait lire « Memphis Chapter » et un autre avec le mot « Président » sous son écusson nominatif « Gideon ». Derrière lui, 4 autres motards suivaient. Chase, le plus jeune du groupe, ne devait pas avoir plus de 30 ans, avec ses cheveux blonds tirés en arrière,
en une courte queue de cheval et une cicatrice qui allait de sa tempe gauche à sa mâchoire. Wilder avait l'air buriné de quelqu'un qui avait passé des décennies sur la route, le visage ridé, mais le regard perçant. EMT était bâti comme un joueur de football américain, avec des mains qui semblaient capables d'écraser une pierre. Lawson fermait la marche, plus discret que les autres, ses yeux sombres enregistrant chaque détail de la scène. Les trois hommes bien habillés près de l'entrée de l'hôpital s'étaient figés, leur assurance initiale s'évaporant comme de l'eau sur du béton chaud. Le plus grand lâcha le bras de Daphné et recula d'un pas, essayant de paraître désinvolte, mais échouant complètement. Gideon retira lentement ses lunettes de soleil, les plia et les accrocha à son gilet avec une précision délibérée. Son regard balaya la place, embrassant les spectateurs éparpillés. Les trois hommes, la femme assise par terre, pour finalement se poser sur Hazel. La petite fille pleurait toujours, mais elle s'était calmée, ses cris précédents ayant laissé place à des sanglots silencieux et tremblants. Elle regardait les motards avec la même incertitude effrayée que tout le monde. C'était le genre d'homme que sa mère lui avait dit d'éviter, ceux qui vivaient en marge des règles de la société normale. Mais Gideon fit alors quelque chose d'inattendu. Il passa devant les trois hommes bien habillés sans les saluer, traversa la place jusqu'à l'endroit où se tenait Hazel et s'agenouilla lentement, se mettant à la hauteur de ses yeux. De près, elle pouvait voir que sa barbe était soigneusement taillée, que son gilet en cuir était propre malgré son aspect usé par la route, et que ses yeux, d'un brun étonnamment doux, reflétaient ce qui semblait être une véritable inquiétude. « Bonjour, petite, dit-il d'une voix grave et douce qui contrastait avec son apparence intimidante. Tu fais beaucoup de bruit ici. Tu veux me dire ce qui se passe? » Hazel eut un hoquet et tenta de reprendre son souffle entre deux sanglots. « Ma maman. Elle est malade et ces hommes... » Gideon leva une grande main, calleuse, mais qui avait quelque chose de rassurant. « Prends ton temps. Je ne vais nulle part et mes frères non plus. Nous avons le temps de t'écouter. » Derrière lui, les quatre autres motards s'étaient dispersés en formant un cercle lâche, sans être menaçant, mais créant clairement une présence qui ne pouvait être ignorée. Chase avait sorti une bouteille d'eau de la sacoche de sa moto. Wilder était déjà en train d'enlever son gilet en cuir, le pliant soigneusement, comme s'il se préparait à quelque chose qui pourrait nécessiter une grande liberté de mouvement. Les trois hommes bien habillés échangèrent des regards nerveux. Quoi qu'ils aient pu imaginer en acceptant ce travail, ce n'était pas ça. Un enfant qui pleure, c'était une chose. Un groupe de Hells Angels en était une autre. Hazel regarda Gideon, son expression patiente et son calme, et quelque chose dans son instinct de fillette de 6 ans lui dit que peut-être, juste peut-être, ces hommes à l'air effrayant seraient prêts à aider là où toutes les personnes d'apparence normale avaient échoué. « Ces hommes ne laissent pas ma maman entrer à l'hôpital, » dit-elle d'une voix plus assurée. « Elle est vraiment malade. Elle a besoin d'un médecin, mais ils n'arrêtent pas de dire qu'elle doit de l'argent et qu'elle ne peut pas entrer. » L'expression de Gideon ne changea pas, mais quelque chose bougea dans son regard. Il acquiesça lentement, puis se redressa de toute sa hauteur et se tourna vers les trois hommes près de l'entrée. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix avait perdu toute sa douceur. « Messieurs, dit-il, et le mot résonna comme une menace en soi, je pense que nous devons avoir une conversation. » La tension sur la place avait radicalement changé en l'espace de quelques secondes. Ce qui était une scène de cruauté banale, à peine remarquée par les passants, s'était transformé en quelque chose qui exigeait toute leur attention. Les 5 motards se tinrent entre Hazel et les 3 hommes bien habillés, créant une barrière qui indiquait clairement de quel côté ils se trouvaient. Gideon fit 3 pas vers l'entrée de l'hôpital, ses bottes résonnant bruyamment sur le béton. Chase le suivit, se positionnant légèrement à sa droite. Les 3 hommes tentèrent de tenir bon, mais leur langage corporel trahissait leur malaise. Ils avaient été engagés comme agents de recouvrement musclés, travaillant dans la zone grise entre la légalité et la criminalité, et ils avaient l'habitude de traiter avec des personnes vulnérables qui n'avaient personne pour les soutenir. Cette situation n'était décidément pas leur domaine de prédilection. « Il n'y a aucun problème ici, » dit le grand homme, essayant de retrouver son autorité. « C'est une affaire privée entre cette femme et notre client. Elle doit de l'argent et nous veillons simplement à ce qu'elle ne crée pas plus de dettes qu'elle ne peut payer. Nous n'enfreignons aucune loi. » « N'est-ce que pas? » demanda Gideon, d'un ton conversationnel,
mais avec une pointe d'agressivité qui suggérait qu'il se moquait des subtilités juridiques. Car de là où je me trouve, je vois une femme malade qui a besoin de soins médicaux et trois hommes adultes qui l'empêchent physiquement de les obtenir. Cela me semble être un problème. Elle peut se rendre aux urgences, insista l'homme, bien qu'il ait reculé d'un pas malgré lui. Nous ne l'empêchons pas d'être stabilisé. Nous l'empêchons simplement de se faire admettre pour ce qui sera probablement un traitement coûteux de plusieurs jours. Il y a une différence. Welder avait fait le tour pour voir comment allait Daphne, qui restait assise sur le béton, les bras autour du ventre. Il s'accroupit à côté d'elle, en prenant soin de bouger lentement et de manière non menaçante. « Madame, dit-il doucement, pouvez-vous me dire ce qui ne va pas? Où avez-vous mal? » Daphne leva les yeux vers lui et son regard reflétait la même confusion que tout le monde semblait ressentir à propos de ses motards, tout en lui suggérait le danger. Les tatouages qui remontaient le long de son cou, les cicatrices sur ses jointures, le cuir et les écussons qui le désignaient comme membre d'une organisation que la plupart des gens associaient au crime et à la violence. Mais sa voix était douce et son visage buriné trahissait une inquiétude sincère. « Mon appendice, je crois, parvint-elle à dire d'une voix faible. Ça a commencé à me faire mal hier, et ça s'est aggravé pendant la nuit. Ce matin, je pouvais à peine me tenir debout. Je n'ai plus d'assurance. Et ces hommes, ils travaillent pour une agence de recouvrement. Je leur dois de l'argent depuis que Hazel a eu une pneumonie l'hiver dernier. Ils me suivent depuis des jours. » Wilder serra les mâchoires. L'appendice. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. S'ils se rompt, il ne termina pas sa phrase, mais ce n'était pas nécessaire. Tout le monde savait qu'une rupture de l'appendice pouvait être mortelle. Il se leva et retourna vers Gideon, parlant assez bas pour que seuls les moteurs puissent l'entendre. Elle doit probablement être opérée dans les prochaines heures. Si cette chose éclate, elle est morte. Ces types en costume empêchent littéralement une femme de recevoir des soins médicaux vitaux à cause d'une dette. EMTT, qui était resté silencieux jusqu'à présent, fit craquer ses doigts d'une manière qui ressemblait au bruit de petites branches qui se brisent. Ce n'était pas un geste ouvertement menaçant, mais combiné à sa taille et à son attitude, il envoyait un message clair. Lawson s'approcha de Hazel sans la toucher, mais se positionnant comme un gardien silencieux. Le deuxième des trois hommes, celui qui était au téléphone un peu plus tôt, décida d'essayer une autre tactique. « Écoutez, nous comprenons que cela semble dur, mais nous avons un travail à faire. Cette femme doit 12 000 $. Notre client a tout à fait le droit d'essayer de récupérer cet argent. Si elle entre à l'hôpital et accumule 20 ou 30 000 $ supplémentaires de frais chirurgicaux, elle ne paiera jamais rien. C'est une question d'économie. » « D'économie, répéta Chase en riant. Mais il n'y avait rien d'amusant là-dedans. Vous êtes vraiment en train de parler d'économie alors qu'une femme qui pourrait mourir est assise sur le béton derrière vous. C'est votre défense. C'est la réalité, rétorqua l'homme, sa frustration transparaissant derrière son apparence soignée. Je sais que nous avons l'air des méchants dans cette situation, mais nous ne sommes pas des criminels. Nous sommes des hommes d'affaires. Elle a emprunté de l'argent pour les soins médicaux de sa fille et ne l'a pas remboursé. Maintenant, elle veut emprunter encore plus d'argent qu'elle ne pourra rembourser. À un moment donné, il doit y avoir des conséquences. « Des conséquences ?» répéta Gideon doucement. Il regarda ses frères et quelque chose passa entre eux sans qu'un mot ne soit prononcé. Des années à rouler ensemble, à vivre selon un code que les étrangers ne comprenaient pas, à partager des liens forgés par la loyauté et des expériences communes. Puis il se retourna vers les trois hommes. « Vous voulez parler de conséquences? Parlons-en. » Il sortit son téléphone, composa un numéro et activa le haut-parleur. Après 2 sonneries, une voix féminine répondit, professionnel et vif. « Hôpital général de Memphis, service d'urgence. »« Oui, bonjour, dit Gideon d'une voix parfaitement calme. Je me trouve devant l'entrée principale de votre hôpital avec une femme qui souffre de douleurs abdominales sévères, peut-être une appendicite. Elle a besoin d'une assistance médicale immédiate. Mais 3 hommes l'empêchent physiquement d'entrer dans le bâtiment. J'appelle pour signaler cette situation et demander une assistance médicale et la sécurité. » Les 3 hommes pâlirent. Ce n'était pas ainsi que les choses étaient censées se passer. Les gens comme Daphne n'avaient pas de défenseur. Ils n'avaient personne pour renverser la situation, pour les faire passer pour des victimes, plutôt que pour des bons à rien qui méritaient le traitement qu'ils recevaient.
Monsieur, êtes-vous en train de dire que quelqu'un est empêché d'accéder aux soins médicaux d'urgence? Demanda la femme au téléphone d'un ton désormais inquiet. C'est exactement ce que je dis. J'ai 4 témoins ici avec moi, plus une enfant de 6 ans qui essaie depuis une demi-heure d'obtenir de l'aide pour sa mère, tandis que les gens passent sans rien faire. Nous envoyons immédiatement des agents de sécurité et du personnel médical. Monsieur, pouvez-vous calmer cette femme et la stabiliser jusqu'à leur arrivée? Nous pouvons le faire, confirma Gideon. Encore une chose, vous devriez peut-être envoyer la police également. Ces hommes ont peut-être enfreint plusieurs lois, et je veux m'assurer qu'il y ait un rapport officiel sur cet incident. Il a mis fin à l'appel et a regardé les 3 hommes, l'expression impassible. Voici comment fonctionnent les conséquences dans mon monde, messieurs. Vous avez voulu jouer les durs, exercer votre autorité sur une femme malade et une enfant effrayée. Vous avez voulu faire respecter vos règles, recouvrer vos dettes, vous assurer que les petites gens connaissent leur place. Mais vous avez fait une erreur de calcul. Et laquelle? Demanda le grand homme, bien que sa voix ait perdu presque toute son assurance. Vous pensiez que personne ne s'en soucierait, répondit Chase en s'avançant pour se placer à côté de Gideon. Vous pensiez que tout le monde baisserait de son chemin, comme ils l'ont fait pendant 20 minutes. Vous pensiez que le monde était de votre côté parce que vous portez de beaux vêtements et travaillez pour une entreprise légitime. Vous pensiez que l'apparence était synonyme de droiture. Les portes de l'hôpital s'ouvrirent brusquement et 2 agents de sécurité sortirent, suivis d'une infirmière poussant un fauteuil roulant. Ils évaluèrent rapidement la situation. Les motards, les hommes bien habillés, la femme allongée par terre, l'enfant qui pleurait, et ils prirent leur disposition avec une efficacité acquise par l'expérience. Qui a appelé pour une urgence médicale? Demanda l'un des agents de sécurité. Gideon leva la main. C'est moi. Cette femme a besoin de soins médicaux immédiats. Elle présente des symptômes d'appendicite. Ces 3 hommes l'empêchent physiquement d'entrer à l'hôpital depuis au moins 20 minutes, voire plus. L'infirmière se précipita vers Daphne et commença à l'examiner rapidement. Elle vérifia son pouls, examina ses yeux et appuya doucement sur son abdomen. Daphne poussa un cri de douleur au contact. Appendicite possible, accompagné de fièvre et d'une rigidité abdominale importante, dit l'infirmière aux agents de sécurité. Elle doit être hospitalisée immédiatement. Installez-la dans le fauteuil. Les agents de sécurité s'approchèrent pour aider Daphne à s'installer dans le fauteuil roulant. Et pendant un instant, il sembla que les 3 hommes bien habillés allaient tenter d'intervenir physiquement. Mais avec 5 motards présents, la sécurité de l'hôpital sur place et des témoins qui observaient activement la scène au lieu de détourner le regard, ils se sont retrouvés complètement impuissants. « Attendez, a dit le grand homme désespérément. Elle doit de l'argent à notre client. Nous avons un droit légal. Vous n'avez pas le droit d'empêcher quelqu'un d'accéder aux soins médicaux d'urgence. » L'un des agents de sécurité l'interrompit brusquement. « Si ce que ces messieurs disent est vrai, et que vous avez empêché cette femme d'entrer à l'hôpital, vous avez potentiellement commis plusieurs délits. Vous pouvez attendre ici l'arrivée de la police et leur expliquer la situation. » L'infirmière poussait déjà Daphne vers l'entrée, et Hazel commença à la suivre, mais Lawson lui toucha doucement l'épaule. « Attends une seconde, ma petite. Assurons-nous d'abord que ta maman arrive à destination. » Hazel regarda sa mère disparaître derrière les doubles portes, et de nouvelles larmes commencèrent à couler sur ses joues. Mais ces larmes étaient différentes. Elles mêlaient soulagement et peur persistante, épuisement et espoir. 2 voitures de police arrivèrent sur le parking, leur présence ajoutant une touche d'autorité à la situation. Les agents en sortirent, et l'un d'eux commença immédiatement à prendre les dépositions des agents de sécurité, tandis qu'un autre s'approchait de Gideon. « C'est vous qui avez appelé? » demanda l'agent en sortant un bloc-notes. « J'ai appelé l'hôpital, » confirma Gideon. « Quand je suis arrivé il y a environ 10 minutes, cette petite fille criait à l'aide, disant que ces 3 hommes ne laissaient pas sa mère entrer à l'hôpital. La femme était clairement en détresse médicale, elle assise sur le béton, incapable de se lever. Les 3 hommes ont admis qu'ils l'empêchaient de s'enregistrer à cause d'une dette impayée. L'expression du policier est passée de neutre à inquiète. Ils ont admis cela. Ils semblaient penser que c'était leur droit légal, a ajouté Chase. Quelque chose à propos du recouvrement de dettes et de l'empêcher d'accumuler davantage de factures. Le policier a regardé les 3 hommes qui se tenaient désormais en groupe, leur assurance initiale complètement évaporée. « Est-ce exact? »
Empêchez-vous une femme en détresse médicale d'accéder à un hôpital? Le grand homme ouvrit et ferma la bouche, cherchant les mots qui pourraient améliorer la situation. Mais aucun argument ne fonctionnait, aucun moyen de présenter le fait d'empêcher de force une femme souffrant d'appendicite d'accéder à des soins médicaux autrement que pour ce que c'était. Nous suivions la politique de l'entreprise, finit-il par dire faiblement. Nous essayons d'empêcher notre client d'encourir de nouvelles pertes. Nous n'essayons de nuire à personne. Vous êtes des agents de recouvrement, demanda l'agent. Nous travaillons pour des solutions de recouvrement fiables, confirma l'homme. C'est une activité légitime. Nous n'enfreignons pas la loi. Eh bien, c'est au juge d'en décider, répondit l'agent. Mais je peux vous dire dès maintenant qu'empêcher quelqu'un d'accéder à des soins médicaux d'urgence, quelles que soient les considérations financières, n'est pas une activité protégée par la loi. Vous avez le droit de garder le silence. Alors que l'agent commençait à lire leurs droits aux hommes, la scène sur la place changea à nouveau. La foule de badauds, qui comptait désormais une vingtaine de personnes, se tenait dans un silence gêné. Beaucoup d'entre eux étaient passés devant Hazel alors qu'elle appelait à l'aide. Ils avaient vu la femme malade et les trois hommes et avaient émis des hypothèses sur qui méritait leur sympathie et qui ne la méritait pas. Ils avaient jugé sur l'apparence, l'enfant sale et la mère débraillée contre les hommes en costume, et ils s'étaient complètement trompés. À présent, ils regardaient ces mêmes hommes professionnels se faire menotter et embarquer à l'arrière des voitures de police, tandis que les dangereux motards apparaissaient comme les héros de l'histoire. Ayant fait ce que tous les citoyens respectables avaient refusé de faire, Gideon remarqua les regards et les chuchotements. Il avait passé suffisamment d'années dans le club pour reconnaître ce regard. La dissonance cognitive des gens qui réalisaient que leurs suppositions étaient complètement erronées. Certains avaient l'air honteux, d'autres avaient l'air confus. Quelques-uns avaient encore l'air méfiants, comme s'ils attendaient que les motards révèlent leur véritable motivation. Une femme d'âge moyen, vêtue d'une blouse qui indiquait qu'elle faisait partie du personnel hospitalier, s'approcha timidement. Je suis passé devant cette petite fille tout à l'heure. Elle a essayé de me demander de l'aide, et j'ai continué à marcher. Gideon la regarda, sans expression ni jugeante ni indulgente. Oui, c'est vrai. Je suis désolé, dit-elle doucement. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je n'aurais pas dû l'ignorer. Non, acquiesça Gideon. Vous n'auriez pas dû, mais vous êtes ici maintenant pour vous excuser, ce qui est plus que ce que la plupart des gens feraient. Peut-être que la prochaine fois, vous vous en souviendrez. La femme acquiesça, les larmes aux yeux, et retourna vers l'entrée de l'hôpital. Ses épaules étaient affaissées. Hazel se tenait près de Lawson, sa petite main agrippant le cuir de sa veste, comme si c'était une bouée de sauvetage. Elle leva les yeux vers lui, les yeux rouges et gonflés. Est-ce que ma maman va s'en sortir? Lawson la regarda, et malgré la dureté de son visage, son expression s'adoucit. Ils vont s'occuper d'elle, petite. C'est le rôle des hôpitaux. Et ces hommes qui l'embêtaient, ils ne pourront plus l'embêter. Vous nous avez aidés, dit Hazel dans une déclaration à mi-chemin entre une question et une prise de conscience. Toutes les autres sont parties, mais vous vous êtes arrêtés. Oui, eh bien, dit Lawson en haussant légèrement les épaules. C'est notre travail. Nous veillons sur les personnes qui ne peuvent pas veiller sur elles-mêmes. EMT montait la garde près des motos des motards, mais il s'approcha d'eux. Il sortit une barre chocolatée de la poche de son gilet, légèrement fondue par la chaleur, mais toujours intacte, et la tendit à Hazel. « Tu as faim, petite demoiselle? Tu as eu une journée difficile. » Hazel prit la barre chocolatée avec hésitation, cherchant le regard de Lawson pour obtenir sa permission. Il acquiesça et elle la déballait lentement en prenant une petite bouchée. Cette douceur simple sembla la ramener à la réalité, la sortant de la panique dans laquelle elle avait vécu pendant la dernière heure. Le policier qui avait pris les dépositions s'approcha de Gideon. « Nous allons avoir besoin que vous et vos collègues veniez au poste pour faire des déclarations officielles. Ça vous convient? » « Absolument, » répondit Gideon. « Tout ce que vous voulez. Mais d'abord, quelqu'un doit rester avec la petite jusqu'à ce que nous sachions où en est sa mère. »« Je m'en occupe, » dit une nouvelle voix. Une autre infirmière était sortie de l'hôpital. Celle-ci était plus âgée, avait les cheveux gris et l'assurance de quelqu'un qui avait tout vu au cours de ses 40 années de travail à l'hôpital. « Je vais l'emmener à l'intérieur et m'assurer qu'on s'occupe d'elle pendant que sa mère est en chirurgie. »
Vous pouvez aller faire vos déclarations, messieurs. Et quand vous aurez terminé, vous pourrez venir voir comment elles vont si vous le souhaitez. Gideon acquiesça. Merci, maman. Hazel semblait hésitante à l'idée d'être séparée de ses nouveaux protecteurs, mais Lawson s'agenouilla à côté d'elle, se mettant à sa hauteur. Tu vas suivre cette gentille infirmière, d'accord? Elle va s'assurer que tu es en sécurité et que tu pourras voir ta maman dès que possible. Nous reviendrons te voir plus tard pour nous assurer que tout va bien. Ça te va? Promis? Demanda Hazel d'une petite voix. Promis, confirma Lawson. Les moteurs tiennent parole. Tu peux compter là-dessus. Hazel acquiesça et prit la main que lui tendait l'infirmière. Alors qu'elle se dirigeait vers l'entrée, elle jeta un regard par-dessus son épaule aux 5 hommes vêtus de cuir et de denim qui se tenaient là, et pour la première fois de la journée, elle esquissa un petit sourire. Les motards la regardèrent disparaître dans l'hôpital, puis Gideon se tourna vers ses frères. Bon, les gars, on dirait qu'on va passer l'après-midi avec la crème de Memphis. Ce n'est pas exactement comme ça que j'avais prévu de passer mon mercredi. Ça pourrait être pire, dit Chase avec un léger sourire. Ça pourrait être cette pauvre fille qui supplie qu'on l'aide, alors que tout le monde passe devant elle comme si elle était invisible. Ou ces 3 types en costume, ajouta Wilder en désignant les voitures de police où les agences de recouvrement étaient assis, menottés. Ils pensaient avoir tout le pouvoir. En fin de compte, ils ne savaient pas à quoi ressemblait le pouvoir. EMTT se contenta de grogner pour marquer son accord, mais son expression en disait long sur ce qu'il pensait des gens qui recouraient à la force et à l'intimidation contre les plus vulnérables. Alors qu'ils se dirigeaient vers leur moto pour suivre la police jusqu'au poste, Gideon remarqua que la foule s'était en grande partie dispersée. Les gens vaquaient à leurs occupations, oubliant déjà le drame dont ils avaient été témoins. Mais quelques-uns restèrent là, regardant les motards d'un œil nouveau, ne les voyant plus comme une menace, mais comme quelque chose de complètement différent, quelque chose qui remettait en question toutes les idées qu'ils s'étaient faites sur qui étaient vraiment les gentils. Le quartier général de la police de Memphis, situé sur Union Avenue, était un bâtiment moderne qui s'efforçait de paraître accueillant et accessible tout en conservant l'autorité nécessaire. Gideon et ses frères s'y étaient déjà rendus, parfois en tant que suspects, parfois en tant que témoins, et 1 ou 2 fois en tant que victimes. Les forces de l'ordre et les clubs de motards entretenaient des relations tendues, chacun se méfiant de l'autre, chacun portant le poids de décennies de conflits et de méfiance mutuelle. Lorsque les 5 motards franchirent l'entrée principale, la réaction des agents et des civils fut immédiate. Les conversations s'interrompirent. Tous les regards suivirent leur mouvement. La sécurité fut subtilement renforcée, sans toutefois être suffisamment manifeste pour justifier une plainte. Telle était la réalité lorsque l'on portait l'écusson. Les gens voyaient le logo avant de voir la personne qui se cachait derrière. L'inspectrice Sarah Crawford les accueillit dans le hall. Elle avait une 40aine d'années, les cheveux bruns tirés en arrière, en un chignon pratique et des yeux noisettes perçants qui ne manquaient rien. Gideon avait déjà eu affaire à elle dans une affaire sans rapport avec celle-ci, et elle s'était révélée être l'une des rares policières à juger les gens sur leurs actions plutôt que sur leur apparence. « Monsieur Thompson, dit-elle, utilisant le nom légal de Gideon par courtoisie professionnelle, merci d'être venu. Je crois comprendre que vous et vos associés êtes intervenus cet après-midi à l'hôpital général de Memphis. Nous avons aidé un enfant dont la mère avait besoin de soins médicaux, répondit simplement Gideon. C'est à peu près tout. Crawford acquiesça et leur indiqua une salle de conférence plutôt que les salles d'interrogatoire habituelles. C'était un petit geste, mais significatif. Elle les traitait comme des témoins coopératifs et non comme des suspects. Parlons de ce qui s'est passé. J'ai déjà recueilli les déclarations du service de sécurité de l'hôpital et des agents qui sont intervenus, mais je veux entendre votre version des faits. Au cours de l'heure qui suivit, chacun des motards donna son récit de l'incident. Les récits concordaient parfaitement, car ils disaient la vérité, et la vérité ne nécessite ni coordination ni répétition. Crawford prit des notes détaillées, posant parfois des questions pour clarifier certains points, mais jamais sur un ton accusateur. Les 3 hommes détenus travaillent pour une agence de recouvrement de créances, a-t-elle expliqué une fois les 5 déclarations enregistrées. L'agence elle-même semble être légitime et opère la plupart du temps dans les limites de la loi.
Mais ses employés en particulier semblent avoir développé leur propre interprétation des méthodes de recouvrement acceptables. Ce n'est pas la première plainte que nous recevons à leur sujet concernant l'utilisation de tactiques d'intimidation, mais c'est la première fois qu'ils sont pris en flagrant délit de manière aussi flagrante. Ils ne pensaient pas faire quelque chose de mal, a observé Wilder. C'est ce qui m'a le plus frappé. Ils croyaient sincèrement avoir le droit d'empêcher une femme de recevoir des soins médicaux à cause de l'argent qu'elle devait. Ce qui est effrayant, c'est que dans certains contextes, ils auraient pu avoir un argument juridique. Crawford a admis que les hôpitaux peuvent refuser les interventions non urgentes si un patient a des dettes impayées, mais l'appendicite est une urgence et empêcher physiquement quelqu'un d'entrer dans un établissement médical dépasse les limites à 6 égards différents. Notre procureur va se régaler avec cette affaire. Qu'est-ce qui va arriver à cette femme et à sa fille? Demanda Lawson. La petite Hazel était terrifiée, non seulement par ce qui arrivait à sa mère, mais aussi par ce qui allait suivre. Même si sa mère survit à l'opération, elles seront toujours criblées de dettes médicales. L'expression de Crawford s'adoucit légèrement. Cela ne relève pas de ma compétence, mais je peux vous dire que l'hôpital dispose de programmes pour les patients à faible revenu. Les travailleurs sociaux qui y travaillent sont compétents. Ils veilleront à ce que cette femme bénéficie des ressources nécessaires. Quant à la dette existante, le fait d'avoir la preuve que l'agence de recouvrement ait utilisé des tactiques illégales pourrait lui donner un moyen de pression pour négocier, voire contester la totalité de la dette. Chase se cala dans son fauteuil observant le détective. Vous ne semblez pas surpris que ce soit nous qui ayons aidé, plutôt que, disons, tous les citoyens normaux qui sont passés devant un enfant en pleurs. Crawford sourit légèrement. Je suis dans la police depuis 18 ans. J'ai cessé d'être surpris par les gens il y a longtemps. Certaines des pires choses que j'ai vues ont été commises par des gens en costume-cravate dans des bureaux avec des diplômes accrochés au mur. Et certains des actes les plus nobles dont j'ai été témoin ont été accomplis par des gens que la société avait catalogués comme des criminels ou des fauteurs de troubles. Mais la plupart de vos collègues ne voient pas les choses ainsi, dit Gideon. Ce n'était pas une question. Non, admet Crawford. La plupart ne le voient pas ainsi. Ils voient les écussons sur vos gilets et pensent savoir tout ce qu'il y a à savoir sur vous. Tout comme la plupart des gens à l'hôpital ont vu une femme débraillée et un enfant sale et ont pensé connaître toute l'histoire. La femme qui est passée devant Hazel, celle en blouse, est revenue s'excuser, dit UMTT doucement. Ça n'aide pas beaucoup l'enfant, mais au moins elle a reconnu qu'elle avait tort. La plupart des gens n'en arrivent jamais là, dit Crawford. Ils rentreront chez eux ce soir et se diront qu'ils ne pouvaient pas savoir, que ce n'était pas leur responsabilité, que quelqu'un d'autre aurait fini par aider. Ils rationaliseront jusqu'à se convaincre qu'ils ont fait le bon choix en ne faisant rien. Elle ferma son bloc-notes et se leva. Messieurs, vous êtes libres de partir. Si nous avons besoin d'autre chose, nous vous contacterons. Pour ce que ça vaut, vous avez fait une bonne action aujourd'hui. Une femme est en vie parce que vous vous êtes arrêtés. Et une petite fille n'aura pas à grandir sans sa mère. C'est ce qui compte, peu importe l'écusson que vous portez. À l'extérieur du poste de police, le soleil de fin d'après-midi commençait à descendre vers l'horizon, peignant le ciel de nuances orange et violettes. La chaleur avait légèrement diminué, mais l'humidité restait épaisse et oppressante. Les 5 moteurs se tenaient près de leur moto, aucun d'entre eux n'étant tout à fait prêt à monter en selle et à s'éloigner de ce qui venait de se passer. Nous devrions retourner à l'hôpital, dit Lawson. J'ai dit à la petite que nous reviendrions prendre de ses nouvelles. Oui, acquiesça Gideon. Et je veux savoir comment va la mère. Assurez-vous qu'ils prennent bien soin d'elle et qu'ils ne lui causent pas de soucis avec les factures. Ils retournèrent au Memphis General Information, leur moteur vrombissant et attirant tous les regards dans chaque rue. À l'hôpital, ils se garèrent dans la zone réservée aux visiteurs et, cette fois, lorsqu'ils se dirigeaient vers l'entrée, ils furent accueillis par l'infirmière âgée qui avait emmené Hazel à l'intérieur plus tôt. « J'espérais que vous reviendriez, dit-elle, son visage buriné se creusant d'un sourire. Hazel a demandé de vos nouvelles. Elle est avec sa mère maintenant. L'opération s'est bien passée. Aucune complication. Elles devront toutes les deux passer la nuit ici en observation, mais le pronostic est bon. Pouvons-nous les voir? Demanda Gideon. L'infirmière hésita un instant, et pendant cette pause, ils purent voir qu'elle réfléchissait à ses propres préjugés. La politique de l'hôpital, les questions de sécurité,
l'image de 5 Hells Angels déambulant dans les couloirs, tout cela passa sur son visage en l'espace d'un battement de cœur. Mais elle finit par acquiescer. Suivez-moi. Ils empruntèrent les escaliers pour se déplacer dans les couloirs de l'hôpital. Les patients en fauteuil roulant les regardaient passer. Les médecins et les infirmières interrompaient leur ronde. Les visiteurs se plaquaient contre les murs pour les laisser passer. Les réactions allaient de la peur à la curiosité, en passant par une hostilité ouverte. Un homme âgé marmonna même « voyou », assez fort pour être entendu, et un aide-soignant posa la main sur sa radio, comme s'il s'apprêtait à appeler la sécurité. Mais l'infirmière qui les guidait ne ralentit pas, ne s'excusa pas de leur présence, ne trouva pas d'excuses. Elle les conduisit dans une chambre au 4e étage et frappa doucement avant d'ouvrir la porte. « Hazel chérie, tu as de la visite. » La chambre était petite et stérile, comme toutes les chambres d'hôpital. Murs blancs, moniteur qui bipait, légère odeur d'antiseptique. Daphne était allongée dans le lit, toujours pâle mais plus grise. Une perfusion dans le bras et des appareils de surveillance pour contrôler ses signes vitaux. À côté du lit, recroquevillé dans l'une de ces chaises en vinyle inconfortable que l'on trouve dans les hôpitaux, se trouvait Hazel. Le visage de la petite fille s'illumina lorsqu'elle vit les 5 motards. Elle sauta de la chaise et courut vers eux, et Lawson la rattrapa alors qu'elle se jetait pratiquement sur lui. Il la souleva facilement et l'installa sur sa hanche avec l'aisance de quelqu'un qui avait déjà fait cela auparavant. « Vous êtes revenu, » dit Hazel, la voix pleine d'émerveillement. « Vous l'aviez promis et vous êtes revenu. »« Je te l'avais dit, » répondit simplement Lawson. « Les motards tiennent parole. » Daphne essaya de s'asseoir dans son lit, grimaçant à ce mouvement. « Je ne sais pas comment vous remercier. Les infirmières m'ont raconté ce que vous avez fait si vous n'aviez pas été là. » Elle ne put terminer sa phrase, submergée par l'émotion. Gédéon s'approcha du lit, sa grande silhouette ne semblant étrangement pas menaçante dans cet espace confiné. « Tu n'as pas besoin de nous remercier, maman. Nous avons simplement fait ce que n'importe qui aurait fait. » « Mais personne d'autre ne l'a fait, » dit Daphne, les larmes coulant sur ses joues. « Les gens passaient devant nous comme si nous étions invisibles, ou pire, comme si nous étions des ordures dont ils ne voulaient pas s'approcher. Et puis vous êtes arrivés, dit-elle en désignant leurs vestes en cuir, leurs écussons, leur apparence générale. Vous aviez l'air du genre d'homme que j'aurais évité en traversant la rue. J'ai honte de l'admettre, mais c'est la vérité. Et vous avez été les seuls à nous aider. » Chase tira une autre chaise et s'assit, le visage marqué de cicatrices, pensif. Les gens voient les vêtements, les motos, les écussons, et ils pensent nous connaître. De la même manière qu'ils vous ont vu, vous et votre fille, et ont pensé connaître votre histoire. Tout le monde est si prompt à juger, à catégoriser, à décider qui mérite leur attention et qui ne la mérite pas. Ces hommes qui nous bloquaient, dit Daphne, portaient des costumes coûteux. Ils avaient l'air prospères, respectables, et ils étaient prêts à me laisser mourir pour 12 000 $. Ils n'en avaient même pas honte. Ils pensaient d'avoir raison. Wilder acquiesça lentement. C'est ça le mal, maman. Il se présente rarement sous la forme d'un monstre. Il a généralement l'air normal, semble raisonnable, porte une belle montre. Le mal est bureaucratique. Il remplit des papiers. Il suit les règles. Il se dit qu'il ne fait que son travail. Et le bien? Demanda Hazel, perché dans les bras de Lawson. À quoi ressemble le bien? Lawson lui sourit, ses traits durs s'adoucissant. Le bien se manifeste comme il le faut. Parfois, il fait peur. Parfois, il est bruyant. Parfois, il roule à moto et a des tatouages. Le bien se moque des convenances et des bonnes manières. Il se soucie uniquement de ce qui est juste. Et MTT était resté silencieux pendant toute la conversation, debout près de la porte comme une sentinelle. Il prit alors la parole, sa voix grave remplissant la pièce. « Ma fille aurait à peu près ton âge, dit-il à Hazel. Je ne l'ai pas vue depuis 6 ans. Sa mère l'a emmenée et a déménagé à l'autre bout du pays, disant au tribunal que j'étais dangereux à cause du club. Le juge a donné raison à sa mère. Maintenant, je lui envoie des cartes d'anniversaire et j'espère qu'elle se souvient de moi. » La franchise brute de cette déclaration resta suspendue dans l'air. Voici un homme imposant, couvert de tatouages et de cicatrices, qui avouait être privé de sa propre enfant à cause de son apparence, à cause du patch qu'il portait. « Ce n'est pas juste, » dit Hazel avec la simplicité morale de l'enfance. « Non, ce n'est pas juste, » acquiesça Emmett.
Mais c'est ainsi que fonctionne le monde. Parfois, les gens vous jugent sur votre apparence, prennent des décisions à votre sujet sans prendre la peine de découvrir la vérité. Mon ex me regarde et voit un criminel. Ce juge m'a regardé et a vu une menace. Mais tu sais ce que je vois quand je me regarde dans le miroir? Hazel secoua la tête. Je vois un homme qui n'a jamais manqué un paiement de pension alimentaire, qui n'a jamais touché à la drogue, qui a un travail honnête de mécanicien quand il ne roule pas avec ses frères, qui fait du bénévolat chaque Thanksgiving à la soupe populaire du centre-ville, qui est sobre depuis 12 ans. Mais tout cela n'a aucune importance pour la plupart des gens, car c'est la première chose qu'ils voient. Il désigna son gilet, ses tatouages, toute son apparence. Daphne s'essuya les yeux. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. J'ai présumé. Je suis désolé que les gens vous aient traité ainsi. Je suis désolé. Ne vous excusez pas pour l'ignorance des autres, l'interrompit doucement Gideon. Et ne vous en voulez pas d'avoir présumé. Nous le faisons tous. L'important, c'est d'être prêt à admettre ses torts et à en tirer des leçons. C'est ce qui distingue les gens honnêtes de ceux qui s'obstinent dans leurs préjugés. Un coup à la porte les interrompit et une femme en tenue professionnelle entra, portant une tablette et affichant une expression désolée. Madame Warren, je suis Karen Chen, du service financier de l'hôpital. Je voudrais discuter avec vous des frais liés à votre traitement et des options de paiement. Le visage de Daphne s'assombrit. Ça y est, ça commence. La conversation sur l'argent qu'elle n'avait pas, les factures qu'elle ne pouvait pas payer, la dette qui la poursuivrait pendant des années. Je comprends. Je n'ai pas d'assurance pour le moment. J'ai perdu mon emploi la semaine dernière parce que j'étais trop malade pour travailler et je dois déjà 12 000 depuis que ma fille a eu une pneumonie. Je ne sais pas comment je vais payer pour aujourd'hui, mais je trouverai une solution. Je ferai des versements. Madame Chen leva la main. En fait, ce n'est pas pour cela que je suis ici. L'hôpital a déjà été contacté par 3 organisations différentes qui proposent de couvrir vos frais médicaux. La première est un fonds d'aide aux victimes. Le détective de police chargé de votre affaire vous a signalé comme victime d'intimidation et d'agression potentielle. La deuxième est une organisation caritative locale qui aide les mères célibataires en situation de crise médicale. Et la troisième, dit-elle en marquant une pause pour consulter sa tablette, est un don anonyme effectué il y a environ 1 heure qui couvre non seulement les frais d'aujourd'hui, mais aussi le remboursement intégral de votre dette existante. La pièce devint silencieuse. Daphne regarda la femme comme si elle avait parlé dans une langue étrangère. Je ne comprends pas qui aurait pu faire cela. Mademoiselle Chen jeta un coup d'œil aux 5 moteurs qui se tenaient dans la pièce, et quelque chose dans son expression suggérait qu'elle avait des soupçons, mais elle se contenta de secouer la tête. Le don était anonyme. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quelqu'un voulait s'assurer que vous et votre fille n'ayez plus à vous soucier des frais médicaux. Toutes vos dettes ont été réglées, et il reste même un petit solde qui a été placé dans un fonds d'urgence à votre nom. Hazel regarda les motards avec de grands yeux. C'était vous? Vous avez payé pour ma maman. Le visage de Gideon resta impassible. Je ne sais pas de quoi tu parles, petite. Nous ne sommes que des motards. Nous n'avons pas autant d'argent. Mais l'expression de Lawson était un peu trop innocente. Chase semblait trouver quelque chose de fascinant dans les carreaux du sol, et Wilder étudiait le plafond avec une intense concentration. Le visage d'Emmett était impassible, mais il y avait un soupçon de sourire au coin de sa bouche. Daphne n'était pas dupe. C'est toi qui as fait ça. Tu m'as sauvé la vie. Tu nous as protégés de ces hommes, et maintenant tu nous as donné une chance de repartir à zéro sans crouler sous les dettes. Pourquoi? Pourquoi ferais-tu tout ça pour des inconnus? Gideon la regarda longuement, puis regarda Hazel et enfin ses frères. Quand il prit la parole, sa voix portait le poids d'années d'expérience, de dures leçons apprises, d'une compréhension acquise en vivant en marge de la société. Parce que quelqu'un l'a fait pour moi autrefois, répondit-il simplement. Il y a 23 ans, j'étais dans une mauvaise passe, fauché, sans domicile, sur une voie qui ne menait qu'à une seule issue. Et un inconnu, un motard portant un écusson comme celui-ci, s'est arrêté et m'a aidé. Il m'a donné un endroit où loger, m'a aidé à trouver du travail, m'a montré qu'il y avait une autre voie. Il n'a rien demandé en échange. Il m'a juste dit qu'un jour, quand j'en serai capable, je devrais rendre l'appareil. « Et tu l'as fait ?» demanda Hazel. « Rendre l'appareil ?» Gideon sourit. « Ma petite,
Ça fait 2 décennies que je rends l'appareil. Chaque personne que nous aidons, chaque fois que nous nous arrêtons pour quelqu'un en difficulté, chaque fois que nous choisissons d'être meilleurs que ce que les gens attendent de nous, c'est rendre l'appareil. C'est le véritable objectif du club, derrière tout le cuir, le chrome et le bruit. Nous prenons soin des nôtres, et parfois, les nôtres incluent des personnes qui ont besoin de nous, même si elles ne portent pas notre écusson. Mademoiselle Chen s'éclaircit la gorge, visiblement émue, mais essayant de conserver son attitude professionnelle. Eh bien, quelle que soit la personne responsable, Madame Warren, vous n'avez plus de soucis financiers. Vous pouvez vous concentrer sur votre rétablissement sans inquiétude. Nous vous laisserons sortir demain matin si tout continue à bien se passer. Après son départ, un silence confortable s'installa dans la chambre. Dehors, les derniers rayons du soleil s'estompaient et les lumières de la ville de Memphis commençaient à scintiller. Au loin, une sirène retentit et les bruits habituels de la vie hospitalière continuaient dans le couloir derrière la porte. Hazel s'était endormie dans les bras de Lawson, épuisé par les émotions fortes de la journée. Il la tenait doucement, ce motard endurci berçant une fillette de 6 ans avec une tendresse surprenante. « Tu sais, dit Daphne doucement, je vais lui raconter cette journée pour le reste de sa vie. Je vais m'assurer qu'elle comprenne que l'héroïsme ne ressemble pas à ce qu'on voit dans les films. Que parfois, les personnes qui vous aident sont celles dont tout le monde a peur. Qu'on ne peut pas juger une personne sur son apparence ou ses vêtements. Assurez-vous qu'elle apprenne aussi à juger les gens sur leurs actions. » Gideon ajouta, « Ces 3 hommes en costume avaient le même choix que nous. Ils ont choisi la cruauté déguisée en professionnalisme. Nous avons choisi d'aider. C'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas le cuir contre les costumes, mais ce que tu choisis de faire quand personne ne te force à agir d'une manière ou d'une autre. » Chase se leva et s'étira. « On devrait probablement partir, te laisser te reposer. Mais on reviendra demain avant que tu ne sortes de l'hôpital, pour s'assurer que tout est réglé. » « Vous n'êtes pas obligé, dit Daphne, mais son ton indiquait clairement qu'elle espérait qu'il le ferait quand même. « Nous savons, dit Wilder avec un sourire, mais nous le ferons quand même. C'est ce qui donne tout son sens à notre geste. » Alors qu'il se préparait à partir, Lawson transféra délicatement la petite fille endormie dans le lit de sa mère, l'abordant avec une douceur inattendue. La petite fille murmura quelque chose dans son sommeil, tendant sa petite main pour agripper la chemise de nuit de sa mère. À la porte, Gideon s'arrêta et se retourna. « Madame Warren, le monde continuera à vous juger sur les apparences. Il continuera à faire des suppositions sur qui vous êtes et ce que vous méritez. Ne laissez pas cela changer qui vous êtes. Ne laissez pas cela vous rendre amer ou dur. Continuez à être le genre de personne qui mérite d'être aidée. Je le ferai, promit Daphné. Et merci pour tout, pour nous avoir aidés alors que tout le monde détournait le regard. » Les motards quittèrent la chambre et reprirent le chemin des couloirs de l'hôpital. Cette fois, l'accueil qui leur fut réservé était différent. La nouvelle de ce qui s'était passé sur la place, de l'arrestation des agents de recouvrement et du don anonyme s'était répandue. Les membres du personnel leur faisaient des signes de tête respectueux lorsqu'ils passaient. Un agent de sécurité leur sourit même et leur dit « Bonne soirée, messieurs. » Dehors, l'air nocturne se rafraîchissait enfin, apportant un soulagement après la chaleur oppressante de la journée. Ils restèrent un moment près de leur moto, aucun d'entre eux n'étant tout à fait prêt à monter en selle et à se disperser vers leurs domiciles respectifs. 12 000 $, finit par dire Chase. À partager en 5, ce n'est pas si mal. C'est moins que ce que nous avons dépensé pour modifier nos motos l'année dernière. Ça vaut chaque centime, acquiesça Emmett, l'expression sur le visage de cette conseillère financière. Wilder gloussa. Elle savait que c'était nous, mais elle ne pouvait pas le prouver. Parfait. Lawson était silencieux, l'air distant. Cette petite fille se souviendra de cette journée toute sa vie. Elle se souviendra avoir été ignorée par des gens normaux et sauvée par des motards effrayants. Cela façonnera sa vision du monde. Alors, assurons-nous de lui laisser d'autres bons souvenirs. Gideon a dit que nous allions prendre régulièrement de leurs nouvelles. Nous assurer qu'ils vont bien. Sans pression, sans attendre, juste à être disponible s'ils ont besoin de quoi que ce soit. C'est ça la fraternité. Elle s'étend au-delà du club aux personnes que nous choisissons de protéger. Ils enfourchèrent leurs motos, les moteurs rugissants dans une symphonie de puissance et de liberté.
Alors qu'ils quittaient le parking pour s'enfoncer dans la nuit de Memphis, ils laissaient derrière eux une chambre d'hôpital où une mère et sa fille dormaient paisiblement, libérées de la terreur de la dette et du poids du jugement, sauvés par la gentillesse inattendue d'étrangers qui ressemblaient à des méchants mais agissaient comme des héros. 3 semaines plus tard, Memphis connaissait un bref répit de la chaleur de la fin de l'été. Un front avait traversé la ville, apportant des températures plus fraîches et une humidité plus faible, et la ville semblait pousser un soupir de soulagement. Les rues du quartier de Cooper Young étaient animées par les passants qui profitaient de la douceur du temps, dînaient en terrasse et flânaient dans les boutiques éclectiques qui donnaient tout son caractère au quartier. Gideon était assis à une table en coin à l'extérieur d'un petit café, sirotant d'un café et regardant le monde passer. C'était devenu une sorte de rituel. Une fois par semaine, il s'arrêtait à cet endroit précis, prétextant que cela lui donnait un espace pour réfléchir loin du bruit du clubhouse. Mais la vraie raison était qu'il se trouvait à 3 pâtés de maison de l'appartement où Daphne et Hazel vivaient désormais, et la plupart des semaines, elles venaient d'ici pour manger une glace ou boire un café. Fidèles à leurs paroles, les motards avaient régulièrement pris des nouvelles des Warren depuis ce jour à l'hôpital. Ce qui avait commencé par une simple vérification de leur stabilité financière s'était transformé en quelque chose de plus. Une véritable amitié fondée sur le respect mutuel et le partage d'expériences. Hazel avait décidé que Lawson était sa personne préférée au monde après sa mère, et le moteur bourru avait accepté cette désignation avec une grâce surprenante. Ils sont en retard, fit remarquer Chase en tirant une chaise à la table de Gideon sans y être invité. D'habitude, Hazel traîne sa mère ici à cette heure-ci. Patience, répondit Gideon. Il n'est que 18h30. Ils ont dit 19h. Comme si ses paroles l'avaient fait apparaître, Hazel arriva au coin de la rue, tirant sa mère avec une excitation visible. La transformation des 2 femmes au cours des 3 dernières semaines était remarquable. Daphne avait retrouvé des couleurs. Ses cheveux étaient coiffés et elle portait des vêtements qui lui allaient bien. Plus important encore, le regard hanté et désespéré qui avait marqué son visage ce jour-là devant l'hôpital avait disparu, remplacé par un optimisme prudent et des sourires sincères. Hazel s'était épanouie de manière encore plus spectaculaire. Elle était toujours mince, mais ses repas réguliers lui avaient permis de prendre du poids. Ses cheveux étaient propres et attachés en couette avec des rubans violets. Elle portait une nouvelle robe, rien d'extraordinaire, mais propre et adaptée à son âge. Et surtout, elle souriait constamment, le sourire d'une enfant libérée du fardeau des soucis des adultes. Gideon, Chase, appela Hazel en leur faisant signe avec enthousiasme alors qu'ils s'approchaient. Devinez quoi? Maman a trouvé un nouveau travail. Daphne sourit, légèrement gênée par l'exubérance de sa fille. C'est vrai. Je commence lundi à l'hôpital pour enfants en tant qu'assistante administrative. Ce n'est pas très glamour, mais les avantages sociaux sont intéressants et les horaires réguliers. Et les enfants là-bas? Eh bien, après tout ce que nous avons traversé, travailler dans un endroit qui aide les enfants me semble tout à fait approprié. C'est une excellente nouvelle, dit Gideon en se levant pour leur tirer leur chaise. Félicitations. Je n'aurais pas pu l'obtenir sans votre aide, admet Daphne. La lettre de recommandation du détective de police, le fait que je n'avais pas de dette écrasante, le simple fait d'avoir un logement stable, tout cela vient de vous et de vos frères. Nous t'avons donné une chance, corrigea Chase. C'est toi qui as fait le travail. C'est toi qui as postulé, qui es allé aux entretiens, qui a prouvé que tu étais fiable. Ne te sous-estime pas. Une serveuse est venue prendre leur commande. Une glace pour Hazel, un café pour Daphne et un deuxième café pour les 2 moteurs. Une fois installée, Hazel s'est mise à parler de sa rentrée en CP dans 2 semaines, de sa nouvelle maîtresse, du sac à dos qu'ils avaient acheté dans une boutique d'occasion. Mais Gideon remarqua que Daphne jetait sans cesse des coups d'œil par-dessus son épaule, scrutant la rue avec une énergie nerveuse. Après la 3e fois, il se pencha légèrement en avant. Qu'est-ce qui ne va pas? Daphne hésita, se demandant clairement si elle devait exprimer ses inquiétudes. Finalement, elle soupira. Ce n'est probablement rien, mais j'ai remarqué une voiture ces derniers temps, une berline noire aux vitres teintées, garée devant notre immeuble. À différents moments de la journée, toujours la même voiture. Et aujourd'hui, quand Hazel et moi sommes partis pour venir ici, je l'ai vue nous suivre. Elle gardait ses distances, mais elle nous suivait, c'est sûr. L'attitude de Chase changea immédiatement.
Sa posture détendue devint alerte. Tu la vois maintenant? Non, je l'ai perdue de vue il y a quelques pâtés de maison. Comme je l'ai dit, ce n'est probablement rien. Peut-être que je suis juste paranoïaque après tout ce qui s'est passé. Ou peut-être que tu fais preuve d'une prudence appropriée, dit Gideon. Tu te souviens d'autres choses à propos de la voiture, la plaque d'immatriculation, des caractéristiques distinctives? La plaque d'immatriculation était partiellement masquée. Je ne sais pas si c'était intentionnel ou si c'était juste de la boue, et les vitres étaient suffisamment teintées pour que je ne puisse pas voir qui était à l'intérieur. Gideon a sorti son téléphone et a envoyé un SMS rapide aux autres frères. En quelques minutes, Wilder, EMTT et Lawson étaient en route vers le café. Si quelqu'un s'en prenait à Daphne et Hazel, le club s'en occuperait. On a encore des ennuis? Demanda Hazel, son enthousiasme initial s'estompant lorsqu'elle perçut l'attention des adultes. Non, ma chérie, répondit rapidement Daphné en prenant la main de sa fille. Tout va bien. Nous faisons juste preuve de prudence. 15 minutes plus tard, les trois autres moteurs arrivèrent, leur moto annonçant leur présence bien avant qu'ils ne s'arrêtent au bord du trottoir. Gideon les mit rapidement au courant, parlant à voix basse pour que Hazel n'entende pas les détails. Ça pourrait être l'agence de recouvrement, suggéra Wilder. Peut-être qu'ils essaient de savoir si elle a vraiment de l'argent maintenant pour planifier leur prochaine action. Ces trois types font l'objet de poursuites pénales, rétorqua Chase. Je ne les vois pas être assez stupides pour la harceler maintenant. À moins que ce ne soit quelqu'un d'autre de l'agence, dit EMTT, quelqu'un qui ne connaît pas ou ne se soucie pas des problèmes juridiques. Alors qu'ils discutaient des différentes possibilités, une berline noire s'engagea dans la rue et ralentit jusqu'à rouler au pas. Les vitres étaient en effet fortement teintées et la plaque d'immatriculation était masquée par ce qui semblait être de la boue appliquée délibérément. La voiture passa lentement devant le café et, bien qu'ils ne puissent pas voir à l'intérieur, il était clair que les occupants les observaient. « C'est cette voiture, » dit Daphne, la voix tendue par l'angoisse. Lawson était déjà en mouvement. Il s'avança directement dans la rue, se plaçant sur la trajectoire de la voiture et la forçant à s'arrêter. Les autres moteurs se déployèrent en éventail, encerclant le véhicule. C'était leur territoire, leur quartier à protéger, et ils n'étaient pas prêts à laisser un harceleur intimider les gens sous leur surveillance. Pendant un long moment, rien ne se passa. La berline resta à l'arrêt, ses occupants invisibles derrière les vitres teintées. Puis, lentement, la vitre du conducteur s'abaissa. L'homme au volant avait la cinquantaine, les cheveux gris et le visage buriné par de longues heures de travail et des années difficiles. Il portait une simple chemise boutonnée et semblait plus fatigué que menaçant. Lorsqu'il prit la parole, sa voix était hésitante, presque apologétique. « Je suis désolé d'avoir agi en secret. Je ne suis pas ici pour causer des problèmes. Je voulais juste voir par moi-même si elle allait vraiment bien. » Gideon se pencha vers la fenêtre. « Qui êtes-vous et pourquoi suivez-vous ces personnes? » Le regard de l'homme passa devant Gideon pour se poser sur la table où Daphné et Hazel étaient assises. « Je m'appelle Richard Chen. Je suis le mari de Karen Chen, la responsable des services financiers de l'hôpital. » Après ce qui s'est passé ce jour-là, Karen n'a pas pu s'empêcher d'en parler. Elle parlait de la petite fille, de la mère qui a failli mourir, de vous tous, les moteurs qui ont aidé alors que tout le monde s'en allait. Il fit une pause, les mains agrippées au volant. « Je travaille pour Reliable Recovery Solutions, la société pour laquelle ces trois hommes travaillaient. Je suis en fait leur supérieur, ou plutôt j'étais. Après ce qui s'est passé, après avoir vu ce que nos employés avaient fait, j'ai démissionné. Mais avant de partir, j'ai eu accès au dossier. Je voulais comprendre comment nous en étions arrivés à laisser littéralement des gens mourir à cause de leurs dettes. Et Chase a demandé « lorsque l'homme s'est tu ». Et j'ai découvert que la dette était douteuse dès le départ. L'hôpital avait largement surfacturé Mme Warren, facturant des services que sa fille n'avait jamais reçus, gonflant les coûts, utilisant des prestataires hors réseau sans son consentement. Le recouvrement de la dette n'aurait jamais dû être poursuivi et notre agence aurait dû s'en apercevoir. Mais nous ne l'avons pas fait parce que nous nous en moquions. Nous voulions juste récupérer l'argent. Il a finalement regardé Gideon droit dans les yeux. J'ai suivi Mme Warren parce que je voulais m'excuser, lui dire ce que j'avais découvert, lui donner des documents qui pourraient l'aider si quelqu'un essayait à nouveau de recouvrer cette dette. Même si l'affaire a été réglée juridiquement,
Avoir la preuve de la surfacturation pourrait la protéger à l'avenir. Gideon a observé attentivement l'homme cherchant des signes de tromperie, mais ne trouvant que de la culpabilité et un remords sincère. Vous auriez pu simplement l'aborder. Frapper à la porte est moins effrayant que de la suivre en voiture. Je sais, je sais, mais j'avais honte. Honte de ce que mon entreprise avait fait. Honte de ne pas avoir su ce qui se passait. Honte de travailler dans un secteur qui traite les gens comme des chiffres sur un tableur. Chaque fois que je pensais à l'aborder directement, je perdais mon sang-froid. MTT s'était dirigé vers le côté passager et regardait à travers la vitre une pile de dossiers sur le siège. Ce sont les dossiers dont vous avez parlé? Richard acquiesça. Tout ce que j'ai pu copier légalement avant de partir. La documentation sur la surfacturation, les emails internes montrant que nos employés avaient été encouragés à être agressifs avec des politiques de recouvrement qui nous demandaient essentiellement d'ignorer les circonstances humaines au profit de la maximisation des taux de recouvrement. Tout est là. Lawson était retourné à la table pour informer Daphne de ce qui se passait. Elle tenait maintenant la main de Hazel et s'approchait de la voiture avec une prudence compréhensible. Monsieur Chen, je me souviens de votre femme. Elle était très gentille avec nous. Elle m'a dit qu'elle avait honte ce jour-là, dit Richard doucement. Honte de travailler pour une institution qui faisait subir aux gens ce que vous aviez subi avant qu'ils puissent obtenir de l'aide. En fait, elle cherche aussi un nouvel emploi. Nous avons tous les deux décidé que nous ne pouvions pas continuer à travailler dans des systèmes qui traitent les gens comme s'ils étaient moins importants que l'argent. Daphne regarda la pile de dossiers. Ces informations vont-elles aider d'autres personnes, des personnes dans la même situation que moi? C'est possible. Si elles parviennent au bon groupe de défense, aux bons avocats, elles pourraient contribuer à réformer le fonctionnement du recouvrement de créances dans le Tennessee. Cela ne changera pas tout, mais cela pourrait améliorer un peu les choses pour la prochaine personne. Alors je vais m'assurer qu'elles parviennent à qui de droit, a déclaré Daphne. Merci de me les avoir apportées et merci de vous sentir suffisamment concerné pour avoir honte. Beaucoup de gens auraient simplement passé à autre chose sans se retourner. Richard avait les larmes aux yeux. J'ai une fille qui a à peu près le même âge que la vôtre. Après que Karen m'ait raconté ce qui s'était passé, comment votre fille avait appelé à l'aide et que tout le monde était passé sans s'arrêter, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de me dire et si c'était ma famille? Et si les politiques de mon entreprise avaient conduit ma fille à perdre sa mère pour quelque chose d'aussi insignifiant que l'argent? Cela m'a changé. Hazel avait écouté en silence, puis elle s'est avancée, sa petite voix claire dans l'air du soir. Êtes-vous un homme bon ou un homme mauvais? La question directe de l'enfant a coupé court à toutes les complexités des adultes. Richard l'a vraiment regardé, et son expression s'est effondrée. Je veux être un homme bon. J'essaie d'être un homme bon. Mais pendant longtemps, j'ai fait partie de quelque chose de mauvais sans m'en rendre compte. Est-ce que cela fait de moi un homme bon ou mauvais? Honnêtement, je ne sais pas. Je pense, dit Hazel avec la sagesse que les enfants possèdent parfois, que les mauvais hommes ne posent pas cette question. Les mauvais hommes pensent qu'ils ont toujours raison. Tu as posé la question, donc tu es peut-être bon. La simplicité de son raisonnement fit sourire plusieurs adultes malgré la gravité de la conversation. Richard s'essuya les yeux et acquiesça. Merci, ma chérie. J'espère que tu as raison. Gideon prit une décision. Monsieur Chen, pourquoi ne pas garer votre voiture et vous joindre à nous pour prendre un café? Il me semble que vous portez ce fardeau seul depuis des semaines. Il est peut-être temps d'en parler avec des gens qui comprennent ce que c'est que d'essayer d'être meilleur que son passé. Richard eut l'air surpris. Vous voulez que je le fasse, mais je travaille pour l'entreprise qui a essayé de leur faire du mal. Qui leur a fait du mal? Vous y travaillez, corrigea Wilder. Au passé, et vous êtes ici pour essayer de réparer vos torts. À mes yeux, cela compte. Après un moment d'hésitation, Richard gara sa voiture et les rejoignit à table, ajoutant une chaise supplémentaire à leur cercle grandissant. Au cours de l'heure qui suivit, ils discutèrent des systèmes qui privilégient le profit au détriment des personnes, de la facilité avec laquelle on peut devenir complice de cruauté lorsqu'elle est déguisée en politique, de la différence entre l'apparence de légitimité et la justice réelle. Je pensais faire partie des gentils, en admit Richard. Je portais un costume, je travaillais dans un bureau, je suivais les règles. Je payais mes impôts, j'allais à l'église le dimanche, j'entraînais l'équipe de football de ma fille.
Comment pouvais-je ne pas être gentil? Mais ensuite, j'ai vu à quoi ressemblait vraiment la gentillesse. Il a fait un geste vers les motards. Vous avez tous l'air d'être le cauchemar de la société. Cuir, tatouage, moto, un club que la plupart des gens associent au crime. Tout ce qu'on m'a appris me dit que vous êtes dangereux. Mais quand cela comptait, vous étiez les seuls à aider. Vous vous êtes arrêtés. Vous vous êtes soucié d'elle. Vous avez sacrifié votre propre argent pour aider une inconnue. Alors que des gens comme moi, tout le monde m'a initié dans mais en costume repassé et chaussures cirées, passaient devant une enfant en pleurs. L'apparence de la bonté n'est pas la même chose que la bonté réelle, a dit Chase. C'est ce que tout le monde a appris ce jour-là devant l'hôpital. Les 3 hommes en costume étaient prêts à laisser mourir une femme. Les 5 hommes en cuir lui ont sauvé la vie. Toutes les hypothèses sur qui était vertueux et qui était dangereux ont été bouleversées. Mais il ne s'agit pas seulement de cette journée-là, a ajouté Daphne. Il s'agit de ce qui s'est passé après. Vous auriez pu nous aider une seule fois, puis disparaître. Personne ne vous en aurait voulu. Mais vous êtes revenu, vous avez continué à prendre de nos nouvelles, vous êtes resté là. Vous avez prouvé que votre premier geste n'était pas seulement impulsif ou pour frimer. C'était de l'attention sincère. Lawson haussa les épaules, mal à l'aise face à ces éloges. Nous prenons soin des nôtres, mais nous ne sommes pas les vôtres, dit doucement Daphné. Nous ne faisons pas partie de votre club. Nous ne faisons pas de moto. Nous n'avons rien à vous offrir. Pourtant, vous nous traitez comme votre famille. C'est parce que la famille, ce n'est pas seulement le sang, les écussons ou les intérêts communs, expliqua Gideon. La famille, c'est être présent. C'est choisir de se soucier des autres, même quand c'est gênant. C'est le club qui m'a appris ça. Mon frère est ici. Il désigna les autres motards. Nous avons versé notre sang ensemble, traversé des tempêtes ensemble. Nous nous sommes entraidés lors de divorces, de pertes d'emploi et de moments difficiles où il semblait plus facile d'abandonner que de continuer. C'est ça la famille. Et maintenant, ajouta Emmett, vous faites partie de cette famille. Que vous portiez un écusson ou non n'a aucune importance. Vous êtes sous notre protection et ce n'est pas quelque chose que nous prenons à la légère. Hazel avait dessiné sur une serviette pendant que les adultes discutaient, mais elle brandit maintenant sa création. C'était un dessin simple. 5 silhouettes sur des motos, 2 autres silhouettes se tenant la main, et au-dessus d'elle, une approximation grossière du logo des Hells Angels. C'est nous, annonça-t-elle fièrement. Ma famille. Les motards regardèrent le dessin, et même ces hommes endurcis qui avaient vu la violence et mené une vie difficile ne purent cacher leur émotion. Lawson lui prit délicatement la serviette des mains, la plia avec une douceur inattendue et la glissa dans la poche de son gilet. « Je vais garder ça avec moi, dit-il. Je le mettrai sur mon miroir à la maison pour me rappeler ce qui compte. » Richard observait tout cela avec une sorte de respect mêlé d'admiration. « Je suis venu ici pour m'excuser et livrer des dossiers, mais je vois quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Je vois à quoi ressemble réellement une communauté. Ce que signifie juger les gens sur leur caractère plutôt que sur leur apparence. C'est une leçon difficile à apprendre, reconnut Gideon. La plupart des gens ne l'apprennent jamais. Ils passent leur vie entière à laisser leur apparence dicter leurs réactions. Un homme riche en costume doit être honnête et avoir réussi. Une femme pauvre avec un enfant malade doit être irresponsable. Les motards avec des écussons doivent être des criminels. Nous classons les gens dans des catégories en nous basant sur des détails superficiels et nous ne prenons jamais la peine de regarder plus loin. Comment changer cela? Demanda Richard. Comment faire en sorte que les gens voient au-delà des apparences? Une personne à la fois, répondit Daphne. Je vais raconter cette histoire à Hazel jusqu'à la fin de sa vie. Je vais m'assurer qu'elle comprenne que l'héroïsme peut prendre différentes formes, que juger sur les apparences est paresseux et souvent erroné, que la valeur d'une personne se mesure à ses actions et non à son image. Et je vais mettre à profit ce que j'ai appris dans mon entreprise pour aider à réformer le système, a ajouté Richard, d'une voix plus forte. Je rencontre les législateurs de l'État la semaine prochaine et j'apporterai toute cette documentation. Nous ne pourrons peut-être pas tout changer, mais nous pouvons faire en sorte que ce qui vous est arrivé n'arrive plus à quelqu'un d'autre. À mesure que la soirée avançait et que les lampadaires s'allumaient, leur conversation s'est orientée vers des sujets plus légers. Le premier jour d'école de Hazel,
les meilleurs itinéraires pour faire de la moto dans la campagne du Tennessee, les recommandations sur les endroits où Richard devrait postuler pour son prochain emploi. La tension initiale s'était dissipée pour laisser place à une atmosphère plus chaleureuse, une rencontre entre des personnes qui avaient appris la même dure vérité sous des angles différents. Quand ils se sont finalement séparés, Richard serrant la main de chacun des motards et promettant de les tenir informés de ses efforts de réforme, on avait le sentiment que quelque chose d'important avait changé. La berline noire qui semblait si sinistre n'était qu'une voiture conduite par un homme qui essayait de faire ce qu'il fallait. Les motards effrayants se sont révélés être des protecteurs. La victime devenait une défenseuse. Les catégories sur lesquelles la société insistait s'étaient estompées et avaient été reformulées en quelque chose de plus honnête. Alors que Daphne et Hazel rentraient chez elles, main dans la main sous la douce lueur des lampadaires, Hazel leva les yeux vers sa mère. « Maman, pourquoi les gens jugent-ils les autres sur leur apparence? » Daphne réfléchit attentivement avant de répondre. « Je pense que c'est parce que voir la vérité demande des efforts. Il est plus facile de prendre des décisions rapides en se basant sur ce qui se trouve juste devant soi, mais facile ne signifie pas juste. Les motards sont gentils. Oui, affirma Hazel avec certitude. Même s'ils ont l'air effrayants, ils sont gentils. Oui, c'est vrai. Et ces hommes en costume à l'hôpital avaient l'air gentils, mais ils ne l'étaient pas. C'est la leçon à retenir, ma chérie. Il faut regarder ce que font les gens, pas ce qu'ils portent ou à quoi ils ressemblent. Les actions sont la vérité. Derrière elles, les 5 motards enfourchèrent leur moto, prêts à retourner au clubhouse. Mais avant de partir, Gideon sortit son téléphone et prit une photo du dessin de Hazel que Lawson avait partagé dans leur discussion de groupe. « Celui-là ira sur le mur du clubhouse », annonça-t-il, « juste à côté de notre charte, parce que cette petite fille a compris quelque chose à propos de ce club que la plupart des gens ne comprendront jamais. Que nous sommes d'abord une famille et tout le reste vient après. » Elle s'est dessinée elle-même et sa mère au sein de la famille, observa Chase. Pas à l'extérieur, en train de regarder à l'intérieur, mais juste là, avec nous. Parce que c'est là qu'elles sont, dit simplement Wilder. C'est à nous de les protéger maintenant. Et que Dieu aide ceux qui ne comprennent pas ce que cela signifie. Ils partirent dans la nuit de Memphis, leur moteur émettant un bruit qui semblait autrefois menaçant, mais que Hazel associait désormais à la sécurité et à la protection. Dans l'appartement au-dessus du café, les lumières s'allumèrent alors que Daphne et Hazel s'installaient pour la soirée. Sûres de ne plus être seules, de ne plus être invisibles, de ne plus d'être jugées sur leur apparence, mais appréciées pour ce qu'elles étaient vraiment. La ville continuait son rythme nocturne, indifférente aux petits drames et aux grandes révélations qui se jouaient dans ses rues. Mais pour ceux qui avaient participé à cette journée devant l'hôpital, Memphis ne serait plus jamais tout à fait la même. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette journée étouffante d'août devant l'hôpital général de Memphis. La ville avait connu les couleurs de l'automne et les premières gelées de l'hiver, et maintenant février apportait une pluie froide qui rendait les rues glissantes et grises. Mais à l'intérieur du Memphis Community Center, la chaleur et l'activité remplissaient la grande salle de réunion. La détective Sarah Crawford se tenait à un podium et s'adressait à une salle remplie de travailleurs sociaux, de défenseurs, de professionnels de la santé et de décideurs politiques. Derrière elle, un écran de projection montrait des statistiques sur la dette médicale dans le Tennessee, sur les pratiques de recouvrement de créances, sur le fossé entre la politique et la compassion humaine. « Je vais vous présenter une étude de cas, commença-t-elle, qui montre comment un seul incident peut révéler des défaillances systémiques et, plus important encore, comment des individus qui choisissent d'agir peuvent créer des vagues de changement qui s'étendent bien au-delà du moment initial. » Elle passa à la diapositive suivante, qui montrait une image floue de l'esplanade de l'hôpital. 6 mois auparavant, une fillette de 6 ans se tenait devant cet hôpital en criant à l'aide. Sa mère était dans un état de détresse médicale aiguë, risquant de mourir d'une appendicite. 3 agents de recouvrement d'une agence soi-disant légitime les empêchaient physiquement d'entrer dans l'hôpital. Pendant 23 minutes, comme le montrent les images de vidéosurveillance, 47 personnes sont passées devant cet enfant en pleurs. 47 adultes ont vu une situation désespérée et ont choisi de ne rien faire. La salle était silencieuse. Toute l'attention était concentrée sur la présentation de Crawford. Puis 5 membres d'un club de motards sont arrivés.
Les Hells Angels, une organisation que la plupart des personnes présentes dans cette salle associent probablement à des activités criminelles, à la violence et au danger. Ces 5 hommes ont évalué la situation en quelques secondes, ont appelé les secours, ont documenté ce qui se passait et sont restés jusqu'à l'arrivée de la police. Ils ont ensuite payé anonymement non seulement les frais médicaux d'urgence de la femme, mais aussi sa dette existante. Au cours des mois qui ont suivi, ils sont restés en contact avec la famille, lui apportant stabilité et soutien. Crawford a fait une pause, laissant le temps à l'auditoire d'assimiler ces informations. Maintenant, je voudrais que vous réfléchissiez à vos suppositions lorsque j'ai mentionné pour la première fois un club de motards. Quelles images vous sont venues à l'esprit? Quels jugements avez-vous immédiatement formulés? Et comment cela se compare-t-il à ce que je viens de vous raconter sur ce que ces hommes ont réellement fait? Une femme au 3e rang a levé la main. Mais n'est-ce pas une exception? La plupart des clubs ne sont-ils pas impliqués dans des activités illégales? Certains le sont, a reconnu Crawford. Tout comme certains policiers sont corrompus, certains enseignants abusent de leur autorité et certains professionnels de la santé commettent des fautes professionnelles. Le fait n'est pas que tous les membres de tous les clubs de motards soient secrètement des héros. Le fait est que nous portons des jugements instantanés basés sur les apparences, les vestes en cuir par opposition aux costumes, sans prendre la peine d'examiner le comportement réel. Elle a cliqué sur une autre diapositive montrant les 3 agents de recouvrement arrêtés. Ces hommes portaient des vêtements professionnels. Ils travaillaient pour une agence agréée. Ils avaient l'air respectable et étaient prêts à laisser mourir une femme pour préserver les résultats financiers de leur employeur. Pendant ce temps, les hommes que tout le monde craignait se sont avérés être les seuls à vouloir aider. Au fond de la salle, Gideon était assis avec ses frères, légèrement mal à l'aise dans cet environnement inconnu, mais comprenant pourquoi Crawford leur avait demandé d'être présents. Cette présentation s'inscrivait dans le cadre d'une vaste campagne visant à réformer la manière dont le Tennessee traitait les dettes médicales et les pratiques de recouvrement, et leur histoire était devenue un élément central de cette initiative. Crawford avait travaillé avec Richard Chen, dont les documents sur les pratiques de son ancien employeur avaient fourni des arguments aux défenseurs du changement. La législature de l'État examinait 3 projets de loi différents qui limiteraient les activités des agents de recouvrement, renforceraient la surveillance des pratiques de facturation médicale et offriraient une meilleure protection aux patients vulnérables. L'affaire a donné lieu à des poursuites pénales contre 3 personnes et à des sanctions civiles contre Reliable Recovery Solutions, a poursuivi Crawford. Mais surtout, elle a suscité un débat sur les personnes en qui nous avons confiance, celles que nous jugeons et celles que nous ignorons sur la base des apparences. Elle a cliqué sur une nouvelle diapositive présentant des statistiques. Depuis cet incident, nous avons créé une ligne d'assistance téléphonique pour signaler les pratiques agressives de recouvrement de créances. En 6 mois, nous avons reçu plus de 200 appels provenant de 200 familles qui avaient subi le même traitement que Mme Warren. Bon nombre de ces cas ont été résolus avec l'aide de groupes de défense qui peuvent désormais utiliser les documents de M. pour contester les dettes douteuses. Daphne était assise dans le public, Hazel à côté d'elle, en train de colorier dans un cahier. On lui avait demandé de prendre la parole après la présentation de Crawford afin de donner un visage humain aux discussions politiques. Elle était nerveuse. Parler en public n'avait jamais été son fort, mais elle avait accepté car rester silencieuse n'aiderait pas la prochaine personne dans sa situation. Crawford a conclu sa partie. Je vais inviter Mme Daphne Warren à partager son point de vue sur cette journée et sur ce qui s'est passé depuis. Mais avant cela, je voudrais vous laisser avec une réflexion. Le plus grand obstacle à l'aide aux personnes est souvent notre propre préjugé sur qui mérite d'être aidé. Nous devons examiner honnêtement ces préjugés si nous voulons créer un véritable changement. Daphne s'est dirigée vers le podium, les mains légèrement tremblantes. Elle a regardé la foule, composée de professionnels qui travaillaient dans des systèmes qu'il avait laissés tomber, de défenseurs qui tentaient de réformer ces systèmes, et, au fond, des 5 hommes qui lui avaient sauvé la vie. Il y a 6 mois, j'ai appris que j'étais invisible, commença-t-elle. Pas littéralement, bien sûr. Les gens me voyaient. Ils choisissaient simplement de ne pas me considérer comme quelqu'un qui méritait d'être aidé. J'étais pauvre, débraillé, désespéré. Tous les signes qui leur indiquaient que j'étais probablement dans cette situation par ma propre faute. Ma fille était sale et effrayée. Mais au lieu de voir un enfant en détresse,
Les gens voyaient un désagrément. Sa voix se fit plus forte à mesure qu'elle continuait. J'aimerais pouvoir dire que j'étais meilleur que ça, que je n'aurais pas porté le même jugement sur quelqu'un d'autre. Mais je ne peux pas, car lorsque 5 moteurs sont arrivés, ma première réaction a été la peur. J'ai vu le cuir, les tatouages, les écussons, et j'ai pensé que la situation venait d'empirer. J'ai supposé qu'ils étaient dangereux, car c'est ce que la société m'avait appris à supposer. Elle a souri légèrement. J'avais raison de penser qu'ils étaient dangereux, mais pas pour moi. Ils étaient dangereux pour le système qui dit que l'argent est plus important que la vie. Ils étaient dangereux pour l'idée que l'apparence respectable équivaut à un comportement respectable. Ils étaient dangereux pour tous ceux qui pensent que les personnes vulnérables ne méritent pas d'être protégées. Hazel a levé les yeux de son coloriage et a écouté sa mère avec l'expression sérieuse qu'elle avait quand quelque chose d'important se passait. Au cours des mois qui ont suivi, ces hommes sont entrés dans nos vies. Ils m'ont aidé à trouver du travail. Ils ont veillé à ce qu'Hazel ait des fournitures scolaires. Ils ont été là pour tout, de la réparation de notre robinet qui fuyait à l'apprentissage du vélo à Hazel. Et chaque fois qu'ils se présentent, je me rappelle que j'ai failli passer à côté de tout cela parce que je les jugeais sur leur apparence. Elle regarda directement les professionnels présents dans la salle. La plupart d'entre vous exercez des professions d'aide. Vous êtes devenus travailleurs sociaux, défenseurs et professionnels de la santé parce que vous voulez aider les gens. Mais je suis ici pour vous dire que pour aider, il faut voir les gens clairement. Il faut aller au-delà des apparences qui vous indiquent si quelqu'un mérite ou non votre temps et vos ressources. Un homme en blouse médicale a levé la main. Madame Warren, avec tout le respect que je vous dois, nous ne pouvons pas aider tous ceux qui en ont besoin. Nous avons des ressources limitées, des contraintes de temps, des politiques à respecter. Parfois, nous devons juger rapidement qui a besoin de quel niveau d'aide. Je comprends cela, a répondu Daphne. Mais il y a une différence entre le triage et les préjugés. Les jugements médicaux rapides basés sur les symptômes sont nécessaires. Les jugements rapides basés sur le fait qu'une personne semble suffisamment respectable pour mériter de l'aide sont des préjugés. Et c'est ce qui m'est arrivé. Elle a raconté en détail ce qui s'était passé ce jour-là. La douleur, la peur, voir Hazel crier à l'aide, tandis que les gens les évitaient délibérément. La salle était silencieuse, de nombreux participants semblaient mal à l'aise, se reconnaissant dans cette histoire. Le changement que je demande n'est pas compliqué, a conclu Daphne. Je vous demande de regarder les gens, de vraiment les regarder, de voir leur humanité avant leurs vêtements, leur désespoir avant leurs dettes, leur situation avant vos suppositions. C'est tout ce qu'ont fait les motards. Ils ont vu une enfant en détresse et une femme malade, et ils ont réagi à cette réalité plutôt qu'aux préjugés qu'ils pouvaient avoir. Quand elle a terminé et est retournée s'asseoir, la salle a éclaté en applaudissements. Plusieurs personnes se sont approchées d'elle après coup pour lui raconter leurs propres histoires, celles où elles avaient fait des suppositions erronées ou avaient été victimes de préjugés. La conversation s'est répandue dans la salle comme des ondulations à la surface de l'eau, chaque personne emportant avec elle quelque chose qui pourrait changer sa façon d'aborder son travail. Une fois les présentations officielles terminées, un petit groupe s'est réuni dans une salle de conférence. Crawford, Daphne, Richard Chen, les motards et plusieurs défenseurs et législateurs clés. Ils discutaient des prochaines étapes pratiques pour les projets de loi de réforme. Le premier projet de loi bénéficie d'un fort soutien. La représentante Maria Torres a expliqué qu'elle était une législatrice de deuxième mandat qui s'était engagée dans cette cause après que Crawford lui ait fait part du problème. Ce projet de loi créerait une période tampon pour le recouvrement des dettes médicales, pendant laquelle les agents de recouvrement ne pourraient pas prendre de mesures agressives pendant 45 jours. Cela éviterait ce qui vous est arrivé, Madame Warren. Et le deuxième projet de loi, demanda Richard. Il était devenu consultant informel dans le cadre de cette réforme. Sa connaissance approfondie du secteur du recouvrement de créances s'avérait inestimable. Le deuxième projet de loi exigeait des prestataires médicaux qu'ils documentent et expliquent clairement tous les frais avant de procéder au recouvrement. Torres expliqua qu'il rencontrait davantage de résistance de la part du lobby hospitalier, mais que le soutien allait croissant. Les documents que vous avez fournis, M. Chen, montrent à quel point il est courant que les hôpitaux facturent des frais excessifs ou incluant des services qui n'ont pas été rendus. C'est un témoignage très convaincant. Le troisième projet de loi était le plus ambitieux.
Il créerait un comité de surveillance des agences de recouvrement de créances, doté d'un réel pouvoir d'exécution et de la possibilité de révoquer les licences des agences qui recourent à des tactiques d'intimidation. C'était également le moins susceptible d'être adopté dans sa forme actuelle, mais les défenseurs travaillaient sur des compromis qui pourraient lui permettre de passer en commission. Gideon avait écouté en silence, mais il prit alors la parole. Ce sont de bons changements, mais ils sont réactifs. Ils aident les gens qui sont déjà endettés, déjà en crise. Qu'en est-il de la prévention? Qu'en est-il de veiller à ce que les gens ne se retrouvent pas avec des dettes médicales écrasantes dès le départ? C'est malheureusement une question fédérale, répondit Torres. La réforme des soins de santé, la couverture d'assurance, cela dépasse le niveau de l'État. Nous pouvons rendre notre système moins cruel, mais nous ne pouvons pas le réparer complètement sans changement au niveau national. Mais nous pouvons y travailler petit à petit, a ajouté Crawford. État par État, politique par politique. Le Tennessee pourrait inspirer d'autres États. L'affaire a attiré l'attention des médias nationaux. Partout dans le pays, les gens ont vu l'histoire de motards aidant une femme que des personnes respectables ignoraient. Cela a eu un grand retentissement. Et MTT s'est penché en avant, sa grande silhouette faisant ressembler à la chaise de la salle de conférence à un meuble pour enfants. Qu'en est-il des personnes comme mon ex-femme? Celles qui se basent sur les apparences et les suppositions pour rendre des jugements au tribunal des affaires familiales, dans les affaires de garde d'enfants. J'ai perdu mon enfant parce qu'un juge a vu mon écusson et a décidé que j'étais dangereux. Comment remédier à cela? C'est plus difficile, a admis Torres. Le pouvoir discrétionnaire des juges est protégé. Et franchement, les juges des tribunaux des affaires familiales sont confrontés à de nombreux dangers réels. Parfois, leurs suppositions sont justifiées. Il existe des personnes légitimement dangereuses. Le défi consiste à créer un système dans lequel ils examinent le comportement individuel plutôt que l'appartenance à un groupe. La documentation, a suggéré Richard. Et s'il existait un processus dans lequel les clubs pourraient se soumettre volontairement à une surveillance en échange d'un certain niveau de légitimité, montrer leur implication dans la communauté, leurs actions caritatives, les antécédents de conduite de leurs membres, rendre cela facultatif mais accessible aux clubs qui veulent lutter contre les stéréotypes. Chase a ri, mais sans amertume. Tu penses que les Angels vont se soumettre à la surveillance du gouvernement? Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les clubs hors la loi, McElron. Peut-être pas tous les clubs, considère Richard, mais certains le feraient si cela signifiait que les pères pourraient voir leurs enfants, si cela signifiait ne pas être automatiquement soupçonnés chaque fois qu'un crime est commis dans la région, certains clubs pourraient décider que cela en vaut la peine. Lawson secouait la tête. Dès l'instant où nous acceptons la légitimité du gouvernement, nous ne sommes plus des hors-la-loi. Nous ne serons plus qu'une organisation enregistrée parmi d'autres. Cela changera complètement la nature du club. Est-ce vraiment nécessaire? Demanda Daphne à voix basse. Les motards la regardèrent avec surprise. Je veux dire, vous aidez déjà les gens, vous faites déjà du travail communautaire. Vous avez déjà des codes de conduite et des règles. Le fait de documenter cela changerait-il vraiment ce que vous êtes ou permettrait-il simplement aux autres de voir ce que vous faites déjà? La question resta en suspens, déclenchant un débat qui se poursuivrait longtemps après la fin de cette réunion. Pour certains clubs, rester en dehors du système était au cœur de leur identité. Pour d'autres, être reconnus pour leur impact positif pouvait valoir la peine de perdre une partie de leur indépendance absolue. Ce sont des questions complexes, a déclaré Crawford, et elles n'ont pas de réponse simple. Mais le fait que nous ayons ces conversations, que nous remettions en question nos hypothèses et que nous cherchions des moyens de juger les gens plus équitablement, c'est déjà un progrès. Il y a 6 mois, rien de tout cela n'aurait été possible. La réunion s'est finalement terminée par la promesse de rester en contact et de poursuivre le travail. Alors que les gens quittaient la salle, Hazel s'est approché de Gideon avec un morceau de papier. Un autre de ses dessins. Celui-ci représentait le centre communautaire avec des bonhommes allumettes remplissant la pièce. C'est tout le monde qui travaille ensemble, expliqua-t-elle, pour améliorer les choses. Gideon prit le dessin avec précaution. Tu as raison, ma petite, c'est exactement ça. Des gens qui travaillent ensemble, même ceux qui semblent très différents, pour essayer d'améliorer les choses. Tu viendras toujours nous rendre visite?
demanda Hazel avec la franchise d'un enfant. Même maintenant que maman a un travail et que tout va bien? Bien sûr, répondit Lawson en s'agenouillant à côté d'elle. Nous sommes une famille, tu te souviens? Une famille ne cesse pas d'être une famille simplement parce que les choses s'améliorent. À l'extérieur du centre communautaire, alors que les gens se dirigeaient vers leur voiture sous la pluie froide de février, de petits groupes poursuivaient leur conversation. Torres discutait avec des défenseurs médicaux au sujet des témoignages pour les prochaines audiences du comité. Richard comparait ses notes avec celles de Crawford au sujet des tendances qu'ils avaient identifiées dans les plaintes relatives au recouvrement de dettes. Daphne échangeait ses coordonnées avec d'autres mères célibataires qui avaient été confrontées à des défis similaires, et les 5 moteurs se tenaient près de leurs motos, des gouttes d'eau perlant sur leurs vestes en cuir, et cuir, discutant de ce qu'ils avaient entendu et de ce que cela pouvait signifier. Les choses changent, observa Wilder. Lentement peut-être, mais elles changent. Cette histoire s'est répandue. Les gens en parlent, remettent en question leurs préjugés. Certaines personnes, corrigea Emmett, pas tout le monde. La plupart des gens continueront à juger sur les apparences, peu importe le nombre d'histoires qu'ils entendront sur les moteurs qui aident les gens. C'est vrai, reconnut Gideon, mais c'est mieux que rien. Chaque personne qui s'arrête pour vraiment regarder quelqu'un avant de le juger, chaque professionnel qui remet en question ses préjugés sur qui mérite d'être aidé, c'est un progrès. Chase enfila son casque. Nous devrions faire quelque chose de plus grand, rendre cela officiel. Le club s'engage dans des actions de protection de la communauté, non pas à la place de la moto et de la fraternité, mais dans le cadre de celle-ci. Rendre cela tellement public que les gens ne peuvent pas l'ignorer. Les anciens n'approuveraient jamais cela, dit Lawson, nous rendre publiquement responsables. Cela va à l'encontre de tout ce que représente le club. Peut-être, dit Gideon pensivement, ou peut-être est-il temps de faire évoluer ce que représente le club, notre section. Quoi qu'il en soit, nous conservons la fraternité, les balades, le style de vie, mais nous assumons également le travail de protection. Nous le rendons explicite plutôt que de le considérer comme quelque chose que nous faisons simplement. C'était une conversation qui se poursuivrait au clubhouse, débattue autour d'une bière et d'un feu de camp, testant les limites entre tradition et évolution. Tous les frères ne seraient pas d'accord. Certains résisteraient à toute structure formelle de leur aide, mais la graine avait été semée. 3 mois plus tard, alors que le printemps ramenait la chaleur à Memphis, le premier des projets de loi de réforme était adopté par la législature de l'État du Tennessee. Il n'était pas parfait. Les compromis avaient affaibli certaines dispositions, mais il offrait une protection réelle aux patients confrontés à des recouvrements de créances agressifs. Torres a salué l'histoire du moteur comme un tournant dans le débat, obligeant les législateurs à remettre en question leurs propres hypothèses sur les personnes méritant une protection. La section de Memphis des Hells Angels a lancé un programme officiel de sensibilisation communautaire. Elle s'est associée à un refuge local pour victimes de violences domestiques afin de fournir des escortes de sécurité aux femmes fuyant des situations dangereuses. Elle a organisé une collecte de jouets à Noël, recueillant des dons auprès des citoyens et des clubs. Ils ont organisé un cours de sécurité à moto pour les anciens combattants souffrant de stress post-traumatique, utilisant la moto comme thérapie. Tout le monde n'approuvait pas cette initiative. Certains membres du club ont quitté le chapitre, estimant qu'il était devenu trop laxiste. Certains citoyens restaient convaincus qu'il s'agissait d'un coup de pub, d'une couverture pour des activités criminelles. La police les surveillait de près, se méfiant de toute organisation qui prétendait fonctionner en dehors des structures sociales normales, tout en revendiquant une autorité morale. Mais petit à petit, les attitudes ont changé lorsque les moteurs ont commencé à se montrer lors d'événements communautaires. Moins de gens serraient leurs enfants et leurs sacs contre eux. Lorsqu'ils défendaient quelqu'un en difficulté, les autorités prenaient leur plaidoyer au sérieux plutôt que de supposer qu'il s'agissait d'une association criminelle. Lorsqu'ils roulaient dans les rues de Memphis, le bruit de leur moteur n'était plus associé uniquement au danger, mais aussi à la protection. Hazel est entrée en première année et a rédigé un devoir pour sa classe intitulé « Ma famille ». Elle y a inclus des photos de sa mère et de sa grand-mère, mais aussi de 5 hommes vêtus de gilets en cuir avec des écussons et des tatouages. Son enseignante a convoqué Daphne pour une réunion, inquiète de l'influence exercée sur Hazel. Daphne a apporté des documents,
des photos des motards à la fête d'anniversaire de Hazel au centre communautaire, des photos de leur bénévolat lors de la collecte de jouets, des articles sur les projets de loi qu'ils avaient inspirés, le témoignage de Crawford sur la façon dont ils avaient sauvé leur vie. L'enseignante a regardé les preuves, puis Daphne. Je vous présente mes excuses. J'ai fait des suppositions. Tout le monde en fait, a répondu Daphne, avec une compréhension née de l'expérience. La question est de savoir ce que vous faites lorsque vous réalisez que vos suppositions étaient erronées. Est-ce que vous persévérez ou est-ce que vous vous adaptez? L'enseignante s'est adaptée. Lors de la journée des métiers organisée par l'école, elle a invité Lawson à venir parler de son travail de mécanicien et de son bénévolat au sein du club. Les enfants étaient fascinés par ses histoires et son apparence, et lui posaient des questions sans les préjugés que leurs parents pouvaient avoir. Un garçon lui a demandé « Êtes-vous un gentil ou un méchant ?» Lawson a pensé à Hazel qui avait posé la même question à Richard Chen quelques mois plus tôt. « J'essaie d'être un gentil. Je fais parfois des erreurs, mais je continue d'essayer d'aider les gens qui ont besoin d'aide. C'est le mieux que nous puissions faire. » Cet été-là, l'ex-femme de EMTT a pris contact avec lui. Elle avait entendu parler de son travail communautaire, avait suivi la couverture médiatique et était en train de reconsidérer ses préjugés sur le genre de père qu'il pouvait être. Cela n'a pas abouti à une réconciliation immédiate ni à un changement de garde, mais cela a ouvert une porte qui était fermée depuis 6 ans. Cette ouverture était en soi un miracle, la preuve que même les préjugés les plus tenaces pouvaient parfois s'adoucir. À l'occasion du premier anniversaire de cette journée d'août, ils ont organisé une petite réunion dans le même café où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Richard Chen, Daphne, Hazel, les 5 motards, Crawford, Richard et Karen Chen, Torres, ainsi qu'une poignée de militants qui avaient travaillé sur les réformes. Hazel avait maintenant 7 ans, elle s'épanouissait à l'école et avait une confiance en elle qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Elle avait écrit une histoire sur ce qui s'était passé ce jour-là, avec tout le sens dramatique d'une enfant qui avait vécu quelque chose d'extraordinaire et qui en était consciente. Il était une fois, loutait à haute voix à l'Assemblée. Il était une fois une petite fille qui pensait être invisible. Et il était une fois une maman malade que tout le monde pensait ne pas mériter d'aide. Et il y avait des hommes qui avaient l'air effrayants, mais qui avaient un bon cœur. Et quand ils se sont tous réunis, tout a changé. C'était une simplification enfantine, mais elle capturait quelque chose d'essentiel de ce qui s'était passé. Un moment de crise, un choix de regarder au-delà des apparences, une décision d'aider alors que cela n'était pas pratique, et les répercussions de ce choix s'étaient propagées plus loin que quiconque ne l'avait prévu. Les réformes n'étaient pas parfaites. Les motards étaient toujours victimes de préjugés. Daphne était toujours hantée par le traumatisme de cette journée. Richard était toujours rongé par la culpabilité d'avoir travaillé si longtemps dans un système qui faisait du mal aux gens. Les systèmes qui avaient échoué n'avaient pas été complètement réparés, mais les choses allaient mieux, de manière mesurable et démontrable. Et c'était déjà ça. Gideon leva sa tasse de café pour porter un toast, à voir les gens clairement, à juger les actions plutôt que les apparences, à se soucier des étrangers et aux petites filles qui refusent d'être invisibles. À la famille, ajouta Lawson, qu'elle porte un écusson ou non. Ils burent à cela, à ce rassemblement improbable de personnes réunies par la crise et restées ensemble par choix. Dehors, Memphis continuait à vivre à son rythme. La ville qui avait été témoin à la fois de la cruauté de l'indifférence et du pouvoir de la compassion, qui voyait au-delà des apparences. Les motos noires garées dehors attiraient toujours l'attention des passants. Certains semblaient méfiants, d'autres curieux, mais plus qu'auparavant, certains semblaient respectueux, reconnaissant non seulement le cuir et le chrome, mais aussi les hommes qui avaient prouvé que l'héroïsme pouvait prendre des formes inattendues. Hazel termina son histoire et regarda les visages de sa famille choisie. « Allons-nous recommencer l'année prochaine? Nous retrouver tous et nous souvenir chaque année. » Daphne promit. Parce que cette histoire ne concerne pas seulement ce qui s'est passé. Elle concerne ce que nous avons appris. Et cela vaut la peine de s'en souvenir. Alors que le soleil se couchait sur Memphis, peignant le ciel de couleurs qui correspondait à l'espoir et à la dure sagesse de tous ceux qui étaient réunis, ils discutèrent des rires et ont fait des projets pour l'avenir. Ils formaient un groupe improbable, réuni par des circonstances qui révélaient la vérité sous les apparences. Et dans une ville pleine de gens qui jugent rapidement sur les apparences, ils étaient la preuve vivante que parfois, la chose la plus importante à faire est de s'arrêter,
de vraiment regarder quelqu'un et de choisir de le voir clairement, quels que soient ses vêtements, quelles que soient les suppositions qui vous viennent à l'esprit. Car en fin de compte, Hazel avait eu raison avec sa sagesse d'enfant. Les mauvaises personnes ne se demandent pas si elles sont bonnes. Elles ne remettent pas en question leurs préjugés. Elles ne changent pas lorsqu'elles sont confrontées à de nouvelles informations. Mais les bonnes personnes continuent d'essayer de s'améliorer, continuent de remettre en question leurs préjugés, continuent de choisir la compassion plutôt que la commodité. Et ce choix, répété encore et encore, est ce qui change progressivement les